Là, c'est un cumulus. Malheureusement, voilà. il est à la mauvaise position. Alors écoutez, pour l'instant, nous ne voyons rien. Je vous propose, si le ciel se dégage, de vous en avertir. Là, au-dessus, là. Voilà, Michel Floquet, nous avons eu un premier contact, en tout cas une première apparition du soleil qui était très applaudi ici. Hein. Je crois qu'Alain Gillot-Pétré a quelques nouvelles de la météo à nous donner là. Mais tout de suite avant, quelle est la direction du vent à Fécamp, Michel Floquet? Quelle est la direction du vent? Ouest-ouest? Non, le vent vient de la mer, mais il est pratiquement nul. Donc, nous ne sommes pas très optimistes. En même temps, il y a eu de belles éclaircies tout à l'heure, une dizaine de minutes. Espérons que ça va revenir. Nous avons le temps, vous savez, l'éclipse totale, c'est 12h18. Oui. Un bon ouest-nord-ouest, ça vous ferait du bien, croyez-moi. Quand si ici, ça s'éclaircit. Pour Reims, ça s'éclaircit. Hein. Oui, ça s'éclaircit puisqu'on vient de voir le soleil il y a quelques instants. Et il y a une très belle bande de clarté qui part du sud de la Manche et qui va jusque plus loin que la Bourgogne et qui est en train de manger la perturbation par le sud et par le nord-ouest. Donc, c'est pas perdu, loin de là. Alors, Philippe Cotardière, nous sommes à 10 minutes maintenant, à 8 minutes du premier contact. Est-ce que c'est un moment important, ça? C'est un moment très émouvant. C'est le moment de vérité. On voit que les astronomes ne se sont pas trompés. On voit que l'éclipse, telle qu'elle a été prévue, se réalise à l'instant annoncé. C'est votre première éclipse? Non, j'ai déjà vu celle de 1961, mais à un endroit où elle n'était pas complètement totale. Et puis, j'ai vu une éclipse en 1983 en Indonésie, où il faisait très mauvais la veille. C'était le début de la saison des pluies. Il tombait des trompes d'eau la veille. Et néanmoins, le jour de l'éclipse, eh bien, on a pu observer le soleil entre les nuages. Alors, Monsieur Ferrel, il faut bien expliquer ce qu'est le premier contact. Le premier contact, ça n'est pas l'éclipse totale, bien sûr. Non, le premier contact, c'est pas l'éclipse totale. C'est comme tout objet éclairé par le soleil, la Lune a une ombre. Et cette ombre, elle avance à 2800 km/h et à un certain moment, si la configuration géométrique est bonne, l'ombre balaye la Terre. Et au moment où l'ombre va arriver, où la Lune va commencer à manger le Soleil, c'est-à-dire arriver sur le Soleil, c'est ça qu'on appelle le premier contact. Bon, alors comme ça a été dit... Comme ça a été dit, c'est un mouvement extraordinaire parce que ça montre que... Voilà, bon, on peut dire. Voilà, nous entendons l'animateur justement qui est sur la tribune annoncer ce premier contact. Ouais, il a bien de la chance de l'avoir vu, lui, parce que nous, on ne l'a pas vu pour l'instant. Hein. En tout cas, ça montre que c'est un grand succès du rationalisme. D'accord. Alors, nous allons aller peut-être avoir à Penzance, puisqu'ils sont en avance. Nous allons rejoindre en Cornouailles Antoine Guélaud. Antoine, est-ce que le premier contact a eu lieu? Est-ce que vous avez pu le voir? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait beau? Comment ça se passe? Eh bien, Jean-Claude, le premier contact a eu lieu. Il a eu lieu il y a quelques minutes au-dessus des îles Scilly, en Cornouailles. Mais malheureusement, ici, contrairement à Fécamp, ni lunettes, ni applaudissements comme à Reims, parce que c'est un petit peu la panique. Il pleut à verse. Et j'ai à mes côtés une citoyenne britannique qui était venue assister à l'éclipse. Alors, Irène, c'est vrai qu'il fait souvent mauvais en Grande-Bretagne, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu déçue? Il faut avouer que oui, parce que demain il fera beau. Hier il a fait beau et aujourd'hui, juste sur le moment, c'est terrible, c'est dommage. Mais je crois qu'on est optimiste, on reste optimiste et ça peut changer parce que au moment de l'éclipse, souvent le temps change subitement. Bon, on a un petit espoir alors. On a encore, espérons, oui. Il n'y a pas eu d'éclipse mania comme en France, en Grande-Bretagne. Comment vous l'expliquez? Parce qu'au début, on avait tellement peur qu'il y aurait cette éclipse mania que le gouvernement a prévenu tout le monde et les gens ont fait beaucoup de publicité et pour ça beaucoup de populations ont dit bien on ne viendra pas parce que ça sera affreux. Alors maintenant il n'y a presque pas assez de monde. Les gens qui ont espéré de gagner beaucoup d'argent ici sont un peu déçus parce qu'ils n'ont pas vendu. Il y a même des festivals qui ont dû être parce qu'il n'y a pas assez de monde. Qu'est-ce que vous attendez de cette éclipse? Moi-même, une chose peut-être spirituelle, un peu d'émotion des gens, une chose qui n'est que vivable une fois dans la vie, quelque chose qu'on pensera dans 30 ans. Moi, j'ai vu ça. Voilà, beaucoup de spiritualité dans cette terre. Il y a quelques problèmes de liaison, Charles, mais on a vu le premier contact grâce aux images de la BBC tout à l'heure, en Grande-Bretagne, en Cornouailles. On va peut-être demander à Pascal Pro... Oui, puisqu'on a vu le premier rayon de soleil ici à Reims. Pascal est dans la foule, lui.
Pascal? Oui, Jean-Claude. Vous êtes à côté de nous, vous n'êtes pas loin? Oui, et il y a effectivement de plus en plus de monde à venir ici sur le parvis. On attend à peu près 300 000 personnes et beaucoup de gens comme Antoine qui sont venus spécialement pour voir cette éclipse. Vous venez d'où et vous êtes parti quand? Alors, je viens d'Avignon, je suis parti hier à 18h. Et je suis arrivé ce matin aux environs de 7h. Donc vous avez roulé toute la nuit? J'ai roulé toute la nuit, sans problème. Et vous allez repartir juste après l'éclipse? Non, on va rester sur Reims, on va en profiter Pascal, pour Pascal. Oui. Pascal, levez le nez au ciel. Oui, bah écoutez, je l'ai. Pascal, levez le nez au ciel, vous allez le voir, le soleil, il est là. Voilà. Écoutez la foule. C'est vrai, on le voit ici, Charles. On aperçoit vraiment là. C'est formidable, c'est la première fois, j'espère que les caméras de Gilles Amado, parce que c'est vraiment entre deux nuages. On ne voit que le soleil. Hein. On ne voit que le soleil pour l'instant. Je vous rappelle que même derrière les nuages, et à plus forte raison comme des éclaircies. Et évidemment, le commentateur qui est juché sur la tribune devant la cathédrale, lui commente pour la foule. On va retourner avec Pascal Pro. Oui, Charles. Dans la foule de Reims. Pascal. Oui, il y a donc. Est-ce que vous pouvez interroger justement les enfants que vous avez devant vous? Voilà, tout à fait. Avec Marine qui vient de Marseille. Est-ce que tu as peur de l'éclipse et du moment d'obscurité? Non. Et au contraire, pour toi, est-ce que tu penses que ça va être un grand moment d'émotion? Oui. Oui, également pour ton petit frère? Oui. Alors, je vous avais fait la version courte avec Avignon et Marseille. Voici la version longue avec des Français venus de très loin, puisque vous arrivez d'où? Nous venons de Tahiti. Et vous êtes venus spécialement aussi pour voir cette éclipse? Nous avons organisé tout notre voyage pour venir voir l'éclipse à Reims et écouter Jesse Norman. Parce qu'à côté de vous, il y a Patrick, votre fils, qui est étudiant. Il y a également David. Patrick, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette éclipse? Je ne sais pas si c'est quelque chose à voir dans sa vie au moins une fois, une éclipse totale. À part ça, pas grand-chose. Et le fait qu'il y ait beaucoup de nuages en ce moment sur Reims, c'est quelque chose qui vous contrarie? Oui, beaucoup. Mais on l'a vu 2 secondes quand même, le soleil. Et puis les prévisions pour tout à l'heure sont bonnes. Merci à tous et on va se retrouver dans le public tout à l'heure, Charles. Le soleil va donc se cacher, or il n'en est que plus dangereux. On l'a vu tout à l'heure avec le docteur Annie Segal. Il faut savoir que l'éclipse, qu'elle soit totale ou partielle, cumulera les facteurs aggravants. Cela aussi, on l'a dit. Avec Fabrice Collaro, je vous propose maintenant de passer tout de suite en revue ce qu'il faut faire exactement, ce qu'il faut prendre comme précaution et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Fabrice. Oui Charles, moi j'ai l'habitude de dire des lunettes sinon rien. Alors des lunettes, il en existe plusieurs sortes, sous forme de binocle, des lunettes classiques bien évidemment, ou bien sous forme de disque comme cela. Tout ceci fonctionne parfaitement. L'important, le plus important, c'est que ces lunettes soient marquées CE. Elles doivent être agréées par la communauté européenne. Et ça, c'est très important. Alors, vous pouvez toujours vérifier leur bon fonctionnement en vous plaçant devant un halogène et en fixant le halogène avec ces lunettes. Vous ne devez voir que le filament et rien d'autre. Sinon, il vaut mieux vous en procurer de meilleures. Alors, des lunettes, il en existe 2 sortes. Des sortes comme ceci, argentées. Et puis, il en existe une autre sorte, toute noire. Alors ce sont 2 matières différentes qui ont des propriétés assez différentes. La première, c'est du mylar, c'est ce qu'on appelle du mylar, c'est cet aspect argenté comme ceci. Alors ça a une bonne protection au niveau des infrarouges, par contre ça donne une petite couleur bleutée au soleil et c'est pour cela que l'on préfère souvent le polymère noir. Hein, c'est complètement opaque, c'est entièrement noir. Celui-ci protège un tout petit peu moins bien en infrarouge, ça n'est pas très conséquent pour l'œil. Par contre, il garde la couleur orangée du soleil. Voilà, merci Fabrice. Alain Gillot-Pétré, il joue à Seran, ne vois-tu rien venir là? Est-ce que vous... Oui, parce que avant un gros nuage qui va arriver là et qui va passer, on a entrevu tout à l'heure le soleil et là je voudrais pas le louper parce que vous nous prévenez, vous ne le ratez pas, mais vous nous prévenez surtout et les caméras de Gilles Amado qu'on puisse le faire voir à la France entière. Mais j'ai les yeux fixés là au-dessus avec les lunettes qu'il faut évidemment toujours. Allez, avec les lunettes. Alors Philippe, vous avez vu, vous êtes tombé dedans tout petit, je crois. Hein. Je crois que c'était à l'école déjà. Oui, c'est une passion que j'ai depuis l'enfance. J'ai eu la chance de vivre à la campagne et à la campagne on vit un petit peu avec le ciel.
Alors, on vient de parler de lunettes et de protection, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous avons dit. Bon, est-ce que vous pensez que tout le monde a pris les précautions au moment où il fallait? C'est-à-dire, il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, il fallait se préoccuper de ça, non? Oui, je pense que les sociétés d'astronomie ont fait leur travail, mais je regrette que les pouvoirs publics se soient préoccupés du problème peut-être un peu tardivement. Et on voit aujourd'hui ce problème des lunettes. Alors Philippe de la Cotardière, on a vu tout à l'heure avec Fabrice Colaro ce qu'il fallait faire, mais nous n'avons pas encore vu ce qu'il ne fallait surtout pas faire, Fabrice. Oui, on entend beaucoup de rumeurs pour remplacer les lunettes. Alors ça va du verre fumé qu'utilisaient nos ancêtres, du verre fumé par une bougie. Ça, il ne faut absolument pas le faire, ça n'est pas continu, ça n'est pas vraiment opaque. Il faudrait que ça soit une couche vraiment homogène, ne vous y risquez pas. Et puis, il y a d'autres rumeurs, le disque laser, cela ne protège pas vos yeux, n'utilisez pas de disque laser. Il y a les pellicules photos, ou bien des diapos, on dit même qu'en mettant plusieurs diapos l'une sur l'autre, cela pourrait fonctionner. Il ne faut surtout pas le faire. Reste la radiographie. Alors il y a la radiographie des poumons ou la radiographie du nounours, tout cela ne fonctionnera pas. Il ne faut surtout pas utiliser de radiographie. Et puis un dernier petit truc peut-être de remplacement, le masque de soudeur. Le masque de soudeur peut être utilisé, mais il en existe plusieurs sortes. Donc si vous utilisez un masque de soudeur, il faut absolument qu'il soit de grade 14, la protection de grade 14, voilà. Merci Fabrice. Pour les anciens, le soleil est un dieu. Pour nous, c'est une simple étoile, une source d'énergie, de chaleur, de lumière et de vie qui comporte encore quelques mystères et non des moindres. À 150 millions de kilomètres de notre belle planète bleue, rayonne une étoile 1 million de fois plus grosse que la Terre. Au cœur d'une gigantesque bulle cosmique qu'on appelle l'héliosphère, l'astre inonde de son énergie les 9 planètes du système solaire. Les hommes ont toujours vénéré le Soleil comme un dieu, et pour cause. Sans cette chaudière nucléaire qui nous apporte lumière et chaleur, aucune vie ne serait possible. D'où l'importance de mieux le connaître. Une fantastique quantité d'énergie est produite au centre de l'énorme boule de gaz par la fusion d'atomes d'hydrogène. La température de ce cœur s'élève à 15 millions de degrés, alors qu'à la surface, elle dépasse tout juste les 6000 degrés. Quand l'énergie est produite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle diffuse, elle est transférée. Un petit peu comme quand vous avez votre radiateur, vous chauffez, l'énergie se répand dans la pièce. À la différence près que dans le Soleil, l'énergie qui se répand à partir du centre, elle met du temps à parvenir à la surface. Elle met même 1 million d'années. Le Soleil qui nous éclaire aujourd'hui, pendant que vous regardez cette émission, dites-vous que le feu qui a provoqué ça, il a brûlé il y a 1 million d'années. Si aujourd'hui, par une opération magique, j'éteignais le Soleil, il ne se passerait rien pendant 1 million d'années, parce que je bénéficierais de tout ce qui est en train de sortir. Et ce qui brûle en ce moment au sein du Soleil, ça nous éclairera dans 1 million d'années. Du fait de ces réactions thermonucléaires, le Soleil est loin d'être une sphère parfaite. Il vibre, résonne et se déforme en permanence. Des courants électriques de plusieurs milliards d'ampères le traversent de toutes parts et des flux de particules sont expulsés de cette atmosphère orageuse et filent dans l'espace à la vitesse sidérale de 2 millions de kilomètres à l'heure. Ces bouffées de vent solaire peuvent atteindre la Terre, mais celle-ci est heureusement protégée par un énorme champ magnétique. Il arrive cependant qu'une partie de ces particules électriques réussissent à s'infiltrer jusqu'au niveau des pôles de notre planète. Elles dessinent alors dans le ciel ces magnifiques aurores boréales qui ont toujours fasciné les hommes. L'activité du Soleil est cyclique, avec des périodes de grand calme qui alternent avec d'intenses agitations. Et c'est l'observation des éclipses qui permet aux scientifiques de le comprendre. Avec l'invention de la lunette chez Galilée, on s'est rendu compte que le disque solaire n'était pas immaculé, qu'il y avait des taches. Et depuis le milieu du siècle dernier, donc depuis maintenant 150 ans, on sait, en comptant les taches solaires, que leur nombre évolue de façon régulière, avec un cycle d'une durée moyenne de 11 ans. À cause de l'atmosphère terrestre, ces observations depuis le sol ont leurs limites. Heureusement, il y a maintenant SOHO. Ce petit satellite européen a été placé en orbite autour du Soleil, à un endroit où s'équilibrent les champs magnétiques des 2 corps célestes. 24 heures sur 24, il ausculte le Soleil sous toutes les coutures, une mission d'autant plus délicate qu'il lui faut résister à l'agression des flux de plasma. Mais avec SOHO, c'est désormais une autre vision du Soleil qui s'offre à nous.
En utilisant différentes longueurs d'onde, on peut par exemple capter les détails de la surface agitée, y voir des tourbillons ou encore des arcs de gaz qui montent à 50 000 km d'altitude. À bord de Soho, un instrument baptisé coronographe permet aussi de créer artificiellement des éclipses en occultant tout simplement le disque solaire avec un cache noir. Et cette fois, c'est la banlieue du Soleil qui nous est révélée. On peut y voir des comètes se précipiter dans la boule de feu. Mais les scientifiques voudraient surtout en savoir un peu plus sur ces gigantesques éruptions solaires. Chacune d'entre elles développe une énergie équivalente à 1 milliard de bombaches. Si demain on veut se promener entre les planètes, si on envoie des sondes se promener entre les planètes, je ne vous conseille pas de voyager quand le Soleil est en éruption. Sinon, c'est pire que d'être placé près du cœur de Tchernobyl quand il explose. Vous allez recevoir des particules d'énergie, donc vous allez très vite mourir d'un cancer. Donc c'est très dangereux même pour les... Donc on a intérêt à savoir quand ces éruptions vont avoir lieu. Oui, malgré les progrès fulgurants effectués ces dernières années, il y a encore beaucoup à apprendre sur la météorologie du Soleil. Car ces turbulences ont certainement une influence sur nos propres changements climatiques, influence qui, de nos jours, reste encore bien mystérieuse. Voilà, regardez cette image, elle est prise par les caméras. Regardez cette première image, ce premier contact. C'est le premier voir. C'est le premier reçu. Hein. Ça alors, c'est vraiment un moment. Bravo. À 30 km d'ici, il y a des éclaircies pleines. Eh bien, les éclaircies vont arriver vers nous. On va peut-être appeler Thierry. On va passer alors. Regardez le premier contact. On va revoir celui de la BBC d'il y a quelques instants. Là, vous êtes toujours à Reims, mais on va nous envoyer les images de la BBC. Le premier contact à Penzance, le voilà. C'est le premier contact anglais, en quelque sorte. Oui, on a perçu celui de Reims tout à l'heure, mais celui-ci, premier contact, c'est à Penzance, ce premier contact anglais. C'est assez impressionnant, ça mord déjà pas mal. Hein. Ça mord vite au début. C'est plus que le premier contact, d'ailleurs. Parce que là, c'est une morsure déjà beaucoup plus large du Soleil par la Lune. Dans l'hémisphère nord, le Soleil est attaqué par le bord droit. Alors on va peut-être appeler la base militaire d'Évreux, Thierry Guerrier. Thierry. Oui, Jean-Claude, vous m'entendez là, Jean-Claude? Oui. Est-ce que vous avez Jean-Claude, il y a un petit peu... Oui, alors c'est merveilleux. Bon, vous m'entendez, mais les réacteurs viennent d'être mis en route sur les deux Mirage 2000 qui vont décoller, ce qui explique un peu ce bruit. Alors tout à l'heure, alors que nous ne sommes pas dans la bande de totalité, nous sommes un petit peu au sud, et bien malgré tout, vers 11h02, à peu près au moment où Michel Floquet l'évoquait à Fécamp, nous avons commencé, il y avait une trouée dans les nuages, c'était merveilleux, nous avons commencé à voir grignoter petit à petit le disque solaire, le Soleil par la Lune. Nous avons pu assister à ce spectacle. Alors, je le répète, que nous ne sommes pas ici dans la bande de totalité des 100%, nous sommes un petit peu au sud. Alors les équipages sont donc à l'intérieur des deux avions à l'heure actuelle, le briefing est fini, ils viennent de mettre en route les réacteurs, ils vont décoller dans un petit peu moins d'un quart d'heure, vers 11h35, pour mettre cap au 330 nord-ouest, donc vers Fécamp. 5000 mètres d'altitude, et ils vont faire plusieurs passages, et notamment ils vont essayer, autant que la couche nuageuse le leur permette, ils vont essayer de se mettre d'abord en parallèle de la ligne de l'ombre pour essayer de filmer ce passage. Ils vont voler à peu près à 900 km/h, en dessous de Mach 1, c'est-à-dire 3 fois moins vite à peu près que l'éclipse elle-même, ce qui veut dire que le passage de l'ombre, ce qui veut dire qu'ils vont normalement être évidemment rattrapés assez rapidement. Puis ils vont essayer ensuite de se mettre face au Soleil, de monter face au Soleil, ce qui est assez rare pour un pilote de chasse. On va vous couper, Thierry, Soleil. On voudrait montrer ce qui se passe à Reims, et notamment la foule, avec quelques rayons du Soleil qui passent à travers les nuages, et cette foule qui, pour la plupart, en tout cas des gens, ont mis leurs lunettes de protection. Et puisque vous nous avez parlé de Fécamp et notamment des Mirage 2000 qui vont y aller tout à l'heure au large des côtes, nous allons nous transférer immédiatement à Fécamp où se trouve Michel Floquet, puisque nous devrions pas être loin de la première morçue justement à Fécamp.
Michel? Oui, nous y sommes, mais là nous devons faire une confiance aveugle, si j'ose dire, aux scientifiques qui nous ont donné le timing très précis de cette éclipse, car malheureusement il y a toujours deux affreux cumulus tout noirs qui persistent au-dessus de nos têtes et qui nous masquent le soleil, même si depuis la mer et depuis l'ouest il y a, vous le voyez peut-être derrière moi, une légère amélioration qui s'annonce. Donc nous gardons espoir, nous gardons le moral. Yves Trémérac, vous allez pouvoir le voir, avoir cette éclipse, vous espérez. À quoi ça sert d'observer une éclipse encore aujourd'hui? À quoi ça sert? Pour nous, astronomes amateurs, c'est surtout un spectacle fantastique qui est... Gilles Amado, montrez-nous les images de Reims, s'il vous plaît. Sur la bande de totalité ici en France. Nous, on va s'en servir pour faire des photos, essentiellement. Et ça nous permettra d'avoir un joli souvenir plus tard. D'accord, je vous remercie. Donc ici à Fécamp, nous ne pouvons qu'espérer, attendre. Vraiment, nous sommes malchanceux. Il n'y a plus que 2 ou 3 nuages dans le ciel. On espère qu'ils vont partir dans les minutes qui viennent. Eh bien, écoutez, ici à Reims, vous voyez qu'on est à l'affût du moindre passage du soleil. Bon, et tout le monde applaudit à chaque fois. Bon, on n'est pas toujours à l'antenne au moment où il faut, c'est convenable. Mais nous allons nous retrouver dans quelques instants après quelques images de publicité. À tout de suite. Cette éclipse est un concentré de plaisir. Nectar de Jacques Vabre. Nestlé Dessert, le dessert qui éclipse tous les desserts. Nestlé, c'est fort en chocolat. Écoute, c'est sur Énergie. 11 août 1999. Dernière éclipse du millénaire. Découvrez les mystères de l'éclipse et laissez-vous porter par Shamanka. Extrait de l'album Eclipse. Eclipse. L'album officiel à prix exceptionnel. Inclut le CD-ROM extrait de l'encyclopédie Hachette Multimédia. Pour tout savoir sur l'univers. Repartons à la chasse du soleil et d'un coin de ciel bleu, peut-être à Paris avec Christian de Dadelced. Exactement, depuis 11h25 exactement, ici c'est un soupir de soulagement et même une explosion de joie au Trocadéro. Il y a beaucoup de monde. Après Rueil-Malmaison vers 11h23, c'est au-dessus de la Tour Eiffel à Paris que le soleil est apparu. Il y a d'ailleurs, je vous le dis, beaucoup de monde pour regarder. Je pense qu'on peut vous remontrer encore une fois l'image. Effectivement, le soleil est en partie entamé ici et tout le monde a chaussé ses lunettes. Il y a du monde sur les marches du Trocadéro, il y a du monde autour des bassins, il y a du monde partout. D'ailleurs, autour de moi, il y a plein de personnes qui sont là et qui ont déjà commencé à voir. Qu'est-ce que vous en avez pensé, madame? Vous venez d'où? Je viens d'Avignon. Et pour l'instant, il n'a pas beaucoup de grignoté, mais c'est pas mal. Vous êtes... ça vous donne de l'espoir? Ah bah oui, on espère beaucoup. Et on aurait aimé que le ciel soit un peu plus dégagé. Donc, si ça continue comme ça, ben, ça va être vraiment formidable ici. Et je vous dis qu'il y a de plus en plus de monde au Trocadéro. Et donc, nous avons bien choisi l'endroit pour observer ce phénomène. Merci Christian. Nous allons maintenant rejoindre à Évreux. Nous allons à Évreux. Thierry Guerrier. Thierry. Bien, Jean-Claude, Jean-Claude, écoutez, je pense que les équipes de TF1 ici vont pouvoir vous montrer ce plan. Donc, nous venons de le voir, j'espère qu'on va le revoir. Voilà, je regarde à nouveau avec mes lunettes pour savoir. Ouais, c'est ça, un bon quart du soleil qui est mangé là par la Lune. Ah oui. Et nos nuages, les nôtres, petit à petit, nous dégagent pour l'instant le ciel, peut-être encore pour une bonne vingtaine de minutes, j'espère, pour qu'on puisse assister à ce spectacle. Alors même que les deux Mirage 2000, un Mirage 2000C et un Mirage 2000D, viennent de quitter le tarmac et vont décoller dans quelques instants. Ils doivent aller, je pense, s'installer en bout de piste pour se mettre face au vent et prendre l'air et immédiatement grimper à 5000 mètres d'altitude et essayer de récupérer nord-ouest pour essayer de s'approcher au mieux et surtout essayer de filmer cette ombre notamment. Alors je ne sais pas si on peut vous remettre à nouveau parce que là c'est bien dégagé le
voilà, on est toujours dans ce quart et cette vision assez étonnante bientôt d'un croissant de soleil. Alors, les Mirage 2000 s'apprêtent à décoller. L'hydravion Catalina, à bord duquel se trouve Emmanuel Ostian, l'a fait depuis pas mal de temps. Emmanuel? Oui, Emmanuel, je vois un petit coin de ciel bleu au-dessus. Ben voilà, juste derrière vous. Enfin du ciel bleu. Enfin du ciel bleu. Oui. Nous sommes passés au-dessus de la couche de nuages. Et ici, naturellement, le spectacle est magique. Nos caméras extérieures vous en font largement profiter. Vous savez, dans l'Antiquité égyptienne, on disait que le dieu Hélios, au moment des éclipses, était dévoré par un serpent. Et bien, c'est un petit peu le sentiment que ça nous donne ici, comme si la Lune se mettait, sinon à dévorer, du moins à grignoter partiellement le Soleil. Nous vous rappellerons d'ici quelques minutes pour vous donner les toutes premières images du ciel de l'éclipse. Les toutes premières images du ciel bleu. Mais ici à Amiens aussi des images, puisqu'on vient d'apercevoir nous-mêmes sans être dans l'avion. Nous avons vu, voilà, vous voyez, là nous l'apercevons déjà. Ah non, c'est en direct du zoo d'Amiens. Voilà, oui, voilà ce que voient les animaux. Peut-être que le coq va chanter tout à l'heure une deuxième fois, on le saura tout à l'heure. Ah, écoutez ici aussi. Oh, on est en attente aussi de voir le soleil. C'est que dès qu'il commence à percer, regardez cette superbe image là. Là aussi c'est un bon tiers, non? Un bon tiers, Philippe? Un bon tiers, oui. Au début ça va très vite. Là nous sommes toujours dans ce que nous appelons la première morsure. Oui, tout à fait. La deuxième morsure, c'est-à-dire quasiment l'éclipse totale. Ah, ça c'est les derniers instants. Non, c'est la dernière morsure, pas la deuxième. La dernière morsure, j'espère. Regardez, elle est belle là, elle est vraiment superbe. Est-ce que vraiment les gens se disent et s'il réapparaissait pas le soleil, c'est ça un peu, non? Ah mais je crois qu'il y a toujours un petit peu ce sentiment d'inquiétude face à une éclipse. Voir disparaître le soleil, c'est quelque chose, c'est toujours un petit peu impressionnant, émouvant, angoissant. Mais c'est jamais à chaque fois la même chose, j'imagine, parce que ce matin, finalement, les gens n'ont pas peur. Ils sont dans l'attente d'avoir un petit peu de soleil, de pouvoir voir à travers les images. Ça dépend donc des conditions climatiques. Ça dépend des conditions climatiques, mais vous savez, l'humanité s'est développée depuis qu'elle existe. Le soleil se lève tous les matins. Et à midi, il fait jour d'habitude. Et voir la nuit tomber en plein midi, c'est quand même extraordinaire. C'est ça qui va être magique. Alain Gillot-Pétré, ça y est, est-ce que J. Amado peut nous montrer les images du ciel là? Parce que sur Reims, on aperçoit. Oui, il y a une petite éclaircie de ciel bleu qui est en train de... Alain, faites quelque chose pour qu'il y ait une grande éclaircie, s'il vous plaît. Mais mon vieux, je fais que ça. Je prie la basilique. Eh bien, venez regarder, voilà. On va les voir. Voilà le soleil. Voilà, on le voit bien là maintenant là. C'est superbe. C'est magnifique. Ah oui, on le voit très bien. On voit. Et ça va s'améliorer d'ici 3/4 d'heure, car c'est dans 3/4 d'heure que la totalité sera à Reims. Le principal, c'est qu'il fasse beau dans 3/4 d'heure. Je l'espère. Voilà, regardez l'image de l'éclipse là. Là, c'est formidable. Ah, ça c'est très beau. Ça, c'est les images du Catalina que nous avons en direct, que nous envoie Emmanuel Ostian et ses équipes. Là, on voit, ils sont au-dessus des nuages, ils le voient de très près, Charles. Hein. Tout à fait, très belle image du Catalina. Est-ce qu'Emmanuel peut nous dire à quelle altitude il vole? Emmanuel Ostian. Est-ce que vous nous entendez, Emmanuel? Bon, mais en principe, il volait à quelle... on va demander à Philippe Perrault, qui lui sait tout ça, à quelle altitude volait le Catalina, en principe? À combien? 5000 mètres? Oh, il a dû monter certainement entre 4000 et 5000 mètres. Il est entre 5000 mètres là en ce moment. Mais là, 4000 et 5000 là il est au-dessus des nuages et on voit vraiment l'image. Tiens, elle se fiche tout à coup, mais c'est un problème de transmission. Mais redonnez-nous cette image autant que vous le pouvez. C'est vraiment magnifique. Vous l'avez déjà vu comme ça? Ah oui, je l'ai déjà vu comme ça en Indonésie. Et c'est vrai que c'est très impressionnant de voir la progression de l'ombre au fil des minutes. Si on regarde de 10 minutes en 10 minutes, on note cette progression. On vous a coupé tout à l'heure, Monsieur Ferrel. Non, vous êtes aussi un chasseur d'éclipses, évidemment.
Oui, enfin... Comme la plupart de ceux qui sont passionnés par l'astronomie. Oui, je suis passionné par l'astronomie, c'est vrai. Et j'ai déjà vu une éclipse, c'était en octobre 1995 au Vietnam. Et évidemment, j'ai vu la partialité de l'éclipse et la progression de l'ombre. Il existe aussi des éclipses partielles qu'on peut voir, où il n'y a jamais la totalité. Ouais, je t'entends un peu. Bon, les éclipses partielles sont aussi séduisantes pour le scientifique, elles sont beaucoup moins séduisantes, évidemment, puisque c'est pendant la totalité que c'est le seul moment où on peut voir la couronne du Soleil. Alors ça, historiquement, c'est la façon dont on a découvert qu'il existait une nébulosité autour du Soleil et ce que c'était. J'imagine que quand on verra cette couronne solaire, Charles, j'imagine que ici personne ne va parler. Qu'est-ce que ça veut dire pour les scientifiques, cette couronne solaire? C'est l'atmosphère du Soleil, c'est la partie la plus chaude les mirages du Soleil. d'école. Et c'est une couche qui est extrêmement importante parce que c'est par cette couche que le Soleil... Oui. Ne soyez pas troublés par les cris de la foule. Oui, c'est les cris de la foule. Le Soleil apparaît de plus en plus. Voilà, regardez, magnifique. Regardez si c'est beau, voilà une belle image. Oui, c'est l'enthousiasme général ici à Reims. Cette foule qui hurle sa joie de voir le soleil et peut-être sa crainte de le voir disparaître. Alors Emmanuel Ossian, vous qui êtes encore plus près du soleil que nous, que ressentez-vous? Dites-nous ça en direct de votre Catalina. Écoutez, c'est exceptionnel ce spectacle. Nous sommes sur un tapis de nuages et nous observons évidemment avec nos lunettes J'espère qu'on vous entend mieux que nous, Emmanuel. Voilà l'image du Catalina. Voilà, vous voyez l'image, nous observons avec nos lunettes en ce moment même, et grâce à une caméra qui est équipée d'un filtre. Demandons à Gilles Amado, on va vous couper, demandons plutôt à Gilles Amado de nous montrer l'image que nous avons, nous, que nous voyons vraiment en live, en direct. Voilà, regardez, c'est quand même magnifique. Voilà, si vous n'êtes pas pourvu des lunettes protectrices et agréées, regardez à la télé. Hein. Je crois que c'est le meilleur conseil qui avait été donné d'ailleurs aux élèves canadiens au cours de la précédente éclipse, et on s'en portera que mieux. Regardez cette magnifique image. Bon, bien sûr, ça, c'est l'image de Reims. C'est celle de Reims, c'est celle de Gilles Amado. Oui. Et lorsque le ciel est un tout petit peu plus sombre et filmé avec les caches évidemment nécessaires par les caméras du Catalina, l'image est beaucoup plus sombre et le soleil beaucoup plus rougeoyant. Regardez sur l'écran, c'est formidable, c'est d'une clarté. Et les nuages finalement ajoutent à cette clarté quelque part. Oui, les nuages ajoutent au suspense en tout cas. Oui. Alors, Michel Scott au zoo d'Amiens. Michel Scott, c'est l'image du zoo d'Amiens? Non, c'est l'image du Catalina, je pense, là, Charles. Michel, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que les animaux bougent? Je contourne au moins au niveau. Alors écoutez, ici, la nervosité, une certaine nervosité, disons, parmi les animaux. Difficile de dire si c'est dû aux effets de l'éclipse elle-même, du phénomène, parce qu'il n'est pas réellement perceptible pour l'instant. Il y a une fine couche nuageuse qui nous le masque. Les perruches qui sont derrière nous sont très actives, très bruyantes. On s'attendait à ce qu'elles se taisent peut-être tout à l'heure dès que le ciel s'assombrira beaucoup plus que ça. Le docteur Klein se trouve actuellement de l'autre côté du zoo, dans un coin ferme avec des animaux que l'on connaît beaucoup mieux, les poules et les vaches. Docteur, est-ce que vous sentez une nervosité ou pas encore du côté de ces animaux? Il y a un peu d'agitation au milieu des chèvres. Et puis, par contre, les poules, un petit peu, mais elles sont troublées par l'âne. Il y a une multitude, évidemment, d'animaux autour de moi. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ils ne sont pas troublés par notre présence. Mais en tout cas, les poules ont l'air de s'agiter un petit peu. En tout cas, il fait grand jour pour le moment. Donc, Amiens, on va reprendre l'antenne. Amiens, on vous la rendra tout à l'heure. Amiens, voilà. Merci de nous rendre l'antenne. Regardez ce qu'on voit depuis Reims. Les milliers de gens qui sont massés devant la cathédrale, vous les entendez, ils hurlent leur bonheur de voir ces images magnifiques. Et Jean-Claude, regardez, on va vous passer une image satellite. Vous pouvez voir, quand on aura l'image satellite, vous pourrez voir à gauche de l'écran l'ombre de la Lune qui progressivement cache le soleil.
Est-ce qu'on peut faire bouger l'image? Non. Ah, dommage. Non, on va reprendre l'image et surtout on va appeler Pascal Pro, parce que dans la foule. Oui. Pascal. Oui, Charles, avec la famille du 11 août, puisque Claire aujourd'hui c'est sa fête. On vous entend très mal. On n'a pratiquement aucun retour ici. Oui. Est-ce que vous m'entendez, Charles? Allez-y, Pascal. Oui, donc avec des premières réactions dans la foule, avec Claire qui vient de Marseille et qui a vu cette éclipse partielle déjà. Réaction, Claire? J'attendais cette éclipse parce que c'est l'anniversaire de mon frère, il a 18 ans, donc voilà. Et qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Je sais pas trop, mais bon. C'est sans doute un moment un peu particulier pour vous, c'est ce qu'on a dit, parce que c'est votre fête et c'est l'anniversaire de votre frère qui a 18 ans aujourd'hui. Vous avez pu observer avec les lunettes, vous avez vu cette éclipse partielle. Une réaction? C'est magnifique pour l'instant, mais ça sera encore plus beau tout à l'heure quand ça sera total avec le petit anneau sur tout autour. Ça sera magnifique. Il y a beaucoup d'émotions dans cette foule. Oui, on sent bien l'impression des gens tout autour de nous. En plus là on est juste devant, tous les gens derrière. Ça fait super bien. Et on a évidemment reconnu l'accent de Marseille. Voilà, Charles. Voilà, alors donc ça va durer encore combien de temps Eh bien, cette phase? Il est à peu près midi moins le quart, donc il est exactement 11h41. 11h41. Donc il nous reste une demi-heure, quoi, en gros. Un peu plus même, 40 minutes. L'ombre doit toucher à Fécamp à 12h16, je crois. Oui, mais j'ai bien peur qu'on ne voit pas l'ombre à Fécamp à 12h16. On va plutôt l'observer ici un tout petit peu plus tard, à mon avis. Un petit peu plus tard, je crois que c'est à 12h24. À 12h24, 12h25, oui. Comment réagissaient les anciens à ce type de phénomène? Parce qu'ils devaient avoir peur. On leur expliquait pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le soleil il se lève tous les matins et voir la nuit tomber à midi, c'est tout à fait inhabituel, c'est extraordinaire et c'est pour des gens qui ne savent pas pourquoi c'est comme ça, ça fait peur. Et aux éclipses, il s'attachait toujours des mauvais présages. Et puis petit à petit, on a fini par comprendre que c'était effectivement la Lune qui passait devant le Soleil et donc que il n'y avait aucune raison d'en avoir peur. Enfin, certains se sont servis de cette peur d'ailleurs, non? Il y a des histoires pas mal, non, là-dessus? Oui, bien sûr, il y a toujours des anecdotes historiques. Des faiseurs de peur. Par exemple? Par exemple, pour l'éclipse de 1654, du 12 août 1654. Alors on avait annoncé que pour des considérations astrologiques, ce serait la fin du monde, le jugement dernier. Et donc il a fallu essayer de rassurer la population et Mazarin a fait appel au philosophe Gassendi qui a écrit un petit opuscule pour dire qu'il ne fallait pas avoir peur. Mais ça n'a pas suffi et les gens, notamment à Paris, sont allés se réfugier dans les caves. Voilà, Jessie Norman pendant qui que arrive. Jessie Norman s'apprête à... Elle viendra chanter d'ici à peu près 40 minutes, Charles. Après l'éclipse totale. Après l'éclipse totale. Oui, alors pour en revenir à l'éclipse, voilà, on revient maintenant à l'image de l'éclipse. Pour en revenir à l'éclipse, il y a eu d'autres aventures aussi. Et il y a toujours eu des chasseurs d'éclipses de tout temps. Vous m'avez raconté une anecdote. Nous sommes en direct du Catalina, là. Nous allons avoir ces images, je pense, dans quelques instants. Vous m'avez raconté une anecdote intéressante. C'était celle d'un astronome du Roi Soleil, je crois. Il y a eu l'astronome qui est allé voir en Inde ou en Chine. C'était un astronome au début du siècle. Celui qui avait préparé son voyage sur une carte et qui avait choisi le point qui lui semblait le mieux situé sur une île du Pacifique. Et au dernier moment, il a appris que cette île n'existait pas. Et il a fallu qu'il prévoie d'aller ailleurs. Et puis il y a celui qui est parti 4 ans. Et puis alors ça, c'était Guillaume le Gentil. Alors c'était pas pour observer une éclipse, c'était pour observer un passage de Vénus devant le Soleil. Il y avait un passage en 1761. Il est parti pour aller l'observer, mais il y avait la guerre entre la France et l'Angleterre. Il est arrivé trop tard à cause de la guerre contre les Anglais. Quand il est arrivé à Pondichéry, il a dit « Je reste sur place, j'attends le prochain passage 8 ans plus tard ». Il a attendu. Et le jour du passage de Vénus devant le Soleil, il y a eu des nuages, comme aujourd'hui. Il n'a rien vu. Alors il est rentré, il a fait naufrage 2 fois avant de rentrer en France. Et quand il est arrivé en France, on lui a appris qu'on avait pensé qu'il était mort,
qu'il avait été remplacé à l'Académie des sciences, que sa femme l'avait remplacé et que ses biens avaient été dispersés. Ah, il y a des éclipses redoutables alors. Alors ça, ce sont les images, Charles, je crois, du Catalina que nous avons sur l'écran. Nous avons eu surtout successivement les images anglaises. Je ne sais d'ailleurs si Gelo nous entend dans le sud-ouest de l'Angleterre. Philippe Perrault nous fait savoir qu'il nous entend pas. Et puis ensuite Fécamp, le zoo d'Amiens et évidemment Reims. Reims où le soleil est de plus en plus présent, bien qu'il ait disparu. Il y a des trous bleus. Voilà, c'est Alain Gilopétré qui pousse des cris de joie. Il y a des trous bleus dans le bon sens. Dans le bon sens. Il faudrait aussi qu'on s'intéresse un peu à ce... Alain, Antoine Guélo. Antoine Guélo. Est-ce qu'Antoine Antoine Guélo à Pézance? Oui, je vous entends, Jean-Claude. Eh bien, j'ai beau chausser... mais... Oui. Oui. Vous n'avez rien, vous. J'ai rien du tout, j'ai beau mettre mes lunettes. C'est un petit peu dommage parce que le spectacle semble gâché par la météo. Alors j'espère en revanche que les 200 personnes qui ont pris place à bord des 2 Concorde de la British Airways, moyennant plus de 20 000 francs par personne, voient quelque chose au-dessus de la couche nuageuse. Et je crois qu'à Londres, en revanche, il fait un très beau temps. Malheureusement, nous sommes à Penzance. Et vous avez pu voir ces images effectivement de la BBC. J'espère que le temps est plus clément, Antoine, à Fécamp, où se trouve Michel Floquet. Michel, il fait maintenant beau sur... Oui, il fait beau sur Étretat, vous le voyez peut-être derrière moi, il fait beau sur Yport. Donc on espère que le soleil va enfin arriver sur Fécamp, car il fait très beau sur la mer. Et pour les chanceux qui ont embarqué à bord d'un bateau, le spectacle est garanti. Vous le voyez certainement sur ces images. La couche de nuages est tout à fait localisée, juste au-dessus de nous pour l'instant. Mais on veut y croire, elle va partir. Et à 12h18, normalement, dans un peu moins d'une demi-heure, nous espérons avoir la première éclipse totale qui durera plus de 2 minutes dans une ville d'Europe. Ce sera ici, à Fécamp. Bien, merci Michel. Il est temps maintenant de passer à une page de publicité avant de retrouver le soleil au Trocadéro. Tout de suite. Dans 30 secondes, regardez cette image. Avant de nous envoyer la publicité, soyez gentils de nous figer cette image. Elle est vraiment magnifique. Et là, on voit vraiment que la Lune prend de plus en plus. Ah là, on voit que la Lune avance. On voit que la Lune se déplace. Ben écoutez, je ne sais pas quel effet ça fait d'habitude, mais là, il y a une euphorie ici, dans le public de Reims. Hein. Oui, mais je pense que si on a la chance de voir les derniers instants avant la totalité, vous allez voir, l'euphorie va monter. Nous sommes à Reims, d'ailleurs. C'est l'image de Reims. Oui. Bon, je pense qu'il est temps maintenant de passer les publicités. Nous nous retrouvons donc dans très peu de temps pour suivre ce magnifique spectacle. Très Nature, le rendez-vous des fruits et légumes frais. Ça n'a pas l'air d'aller. Ma famille vient déjeuner et je n'ai aucune idée de dessert. Eh bien, la voilà ton idée. Fais un gratin au quetch. Leur chair ferme est idéale. Ah oui, un gratin comme quand j'étais petite. Mais si j'improvisais quelque chose avec les reines Claude? Celles-ci sont juteuses, sucrées et parfumées. Oui, fais une tarte et rajoute des poires William coupées en lamelles. Exactement. Ça va être délicieux. Au fait, je n'ai pas de cannelle pour saupoudrer sur les fruits. C'est pourtant essentiel. Appelle Arthur, il en aura sûrement. Alors il faut vite que je rajoute une assiette. Il faut surtout que tu le présentes à ta famille. Retrouvez toutes les recettes et astuces Très Nature au 0810 810 000. Ce qui apparaîtra dans le ciel, à part le soleil, c'est Vénus, qui sera tout à fait à gauche et qui sera très brillante. Et ensuite, Mercure, qui est à droite, qu'on voit très rarement. Donc c'est déjà une occasion fantastique pour voir des planètes qui sont près du soleil, mais qui sont difficiles à voir ordinairement parce que le soleil est trop brillant. Et là, tout d'un coup, la Lune a la bonne idée de nous cacher le soleil et l'entourage immédiat du soleil, donc Vénus très brillante, Mercure moins brillante, à droite un peu plus loin, ce sont les choses qu'on devrait voir si ces nuages veulent bien nous en donner l'occasion.
Oui. J'aimerais dire qu'on a beaucoup de chance de voir une éclipse de soleil, une éclipse totale de soleil, parce que c'est le seul, je dirais, le seul endroit dans le système solaire où on puisse avoir ce spectacle magnifique, parce que c'est uniquement sur la Terre qu'on a ce système Terre-Lune qui nous permet de cacher le soleil. Et ça n'a pas toujours été comme ça, parce que la Lune s'éloigne de la Terre de quelques centimètres par an. Donc on vit sur la Terre juste à une époque où on peut voir les éclipses totales. C'est quand même assez fascinant. Peut-être a-t-on des images de Vauville dans le Calvados avec Rémi Mauger. Rémi Mauger, je suppose que vous êtes en direct. Voilà, on voit sur la carte où vous êtes à Vauville. Voilà, Vauville. Comment ça se passe? C'est bien dans la Manche, Vauville. C'est ici, au Cap de la Hague, sur les hauteurs de la Lande, qui est en principe un point d'observation idéal, mais où nous assistons, comme ailleurs, à un cache-cache historique avec les nuages. Je vous propose de remonter un peu en arrière. Regardez donc cette image tournée ici même, hier soir. Magnifique coucher de soleil. C'est un bon présage en général. On dit que la rougie du soir met la mare à sec. Alors, il ne pleut pas, ou nous n'avons eu que quelques gouttes. Ça, c'est le temps de ce matin. Quelques nuages, le cache-cache a continué. Et puis, nous avons pu assister à 11 h, car c'est ici, à Vauville, que l'éclipse commençait en France et en Europe continentale. Le grignotage commençait quelques secondes avant 11 h. Nous avons pu tourner ces quelques images. Alors qu'il est... ça continue, nous ne sommes pas beaucoup mieux lotis, le temps est très contrasté, c'est la spécialité du pays. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que du côté de notre ferme témoin et de notre vétérinaire qui est aux aguets avec nous, il n'y a absolument rien à signaler, sauf que nous avons une invitée qui nous manque, c'est la vache qui a refusé obstinément de monter dans la bétaillère au petit jour et qui doit être tranquillement dans son pré alors qu'il est. Elle a bien raison après tout. Voilà. Merci beaucoup, merci à Rémi Mauger et à France 3 Normandie qui nous ont permis de vivre ce qui se passe en ce moment même à Vauville. Ils sont les premiers à voir ce qui se passe. Et c'est à vous, Eric. En ce moment, dans les boîtes de bar glacé Mars. Pile 5 francs face 5 francs avant de gagner, il va falloir choisir. Hello, voilà une bonne dose de nouveauté. Javel Dose, la Javel sans l'eau. C'est grandiose, une dose dans l'eau et hop, vous retrouvez votre Javel. Javel Dose, Javel dire à tout le monde. Javel Dose, la Javel sans l'eau. L'éclipse sur TF1 avec Claire Fontaine. Nous allons rejoindre immédiatement la base militaire d'Évreux où les 4 Mirage 2000 ont décollé. Thierry Guerrier. Eh bien, Charles, avec les pilotes. Oui, nous Thierry, avons en effet peut-être les pilotes en ligne. C'est toi. Est-ce que vous avez les pilotes en ligne? Le lieutenant-colonel Clapier. Est-ce qu'on peut appeler le lieutenant-colonel Clapier? Mon colonel, est-ce que vous nous entendez? Non, il y a un problème de son là, je pense, Thierry. Là, ce sont... C'est-à-dire que... Et les images que nous voyons ici sont celles du Catalina et nous allons tout de suite à Amiens où le contact... Ah, voilà le contact est établi avec l'un des pilotes. Ah, voilà le commandant et tout. Est-ce que vous nous entendez, commandant? Qu'est-ce que vous ressentez, mon colonel? Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Et la luminosité est encore intense. Donc, et vous voyez la Lune comme elle a mordu déjà sur le Soleil? À peine, parce que le phénomène sans lunettes spéciales est difficile à percevoir et qu'on ne peut pas fixer longtemps le Soleil. Ah bon. Oui, vous n'êtes pas équipé de lunettes spéciales et pour cause. Nous allons tout de suite rejoindre le zoo d'Amiens où la morsure du Soleil par la Lune est beaucoup plus importante. Est-ce que Michel Scott nous entend? Est-ce que nous avons l'image du zoo d'Amiens? Oui, Charles, on vous entend bien. Et ici, est-ce que vous pouvez nous montrer le ciel, ce que vous voyez à partir du zoo? Vous allez le voir. Vous allez le voir. Le voilà.
Voilà le disque solaire, effectivement bien rogné par le disque lunaire. Et cela se sent, il y a une espèce d'assombrissement quand même depuis tout à l'heure ici dans le zoo. Et je ne sais pas si c'est un effet direct du phénomène, mais on a l'impression que les bruits d'animaux se sont un petit peu atténués, apaisés. Les oiseaux chantent moins. Peut-être est-ce un effet de mon imagination, on ne sait pas. Mais enfin, c'est l'impression que j'ai ici. Du côté des loups, on est juste à côté de l'enclos de ces 8 loups qui se trouvent derrière nous et que l'on observe depuis tout à l'heure. C'est le grand calme. Je ne sais pas si on les voit. Voilà, vous les découvrez. Apparemment, c'est une grande tranquillité là, qui règne chez eux. Pas d'effet direct. Oui, Jean-Claude. Michel, merci, parce qu'il se passe des choses ici. On va appeler Pascal Pro. Parce que là, ici à Reims, le soleil apparaît. Oui, vous avez on a du ciel bleu, le ciel apparaît. Une grosse poche de ciel bleu, ça va durer un petit moment. Oui, Jean-Claude, vous avez raison. Et c'est vrai qu'il y a une douce euphorie, que chaque éclaircie est saluée comme un but dans un stade de football. On en est à 4 buts marqués, en gros, depuis 1 heure. C'est la 4e éclaircie. Et je vois que vous êtes particulièrement bien équipé, monsieur. Pardon ? Je dis, je vois que vous êtes particulièrement bien équipé. Bah, écoutez, ça convient parfaitement, effectivement. Et qu'est-ce que vous voyez à travers donc c'est un masque de soudeur, c'est force 12, 13 13, oui, c'est un numéro 13, c'est ce qui a été préconisé au moins 12, donc j'ai mis du 13 et puis on voit parfaitement. Et satisfait de ce que vous êtes en train d'observer ? Pardon ? Je dis satisfait de ce que vous êtes en train d'observer. Oui, très bien, oui, très bien. On y voit parfaitement, je suis vraiment content. Et ben voilà, en pleine concentration. Devant vous, il y a également votre épouse qui a les lunettes plus classiques, qui va nous commenter. Ne touchez pas les lunettes et vous allez nous commenter ce que vous voyez. Je vois une belle éclipse qui se prépare. Est-ce que vous vous souvenez de l'éclipse de 1961 ? Est-ce que vous l'aviez observée dans les mêmes conditions ? Pas dans les mêmes conditions. Mais aujourd'hui, ça vous paraît... vous trouvez que c'est plus émouvant ? Ah oui, c'est... Oh là là, oui, ça fait mal aux yeux. Oui, ça fait mal aux yeux. Il faut garder évidemment les lunettes tout le temps. Oui. Bon ben voilà, vous voyez, les gens ils sont concentrés, hein, ils observent. Vous êtes venus, je crois, de Meaux également. Vous allez évidemment conserver les lunettes sur le nez, surtout ne pas regarder l'éclipse. Votre sentiment ? Ah, c'est super. Oui. Très très bien. Est-ce que vous aviez déjà un souvenir d'avoir observé une éclipse ou partielle ? Non, en 61, j'ai pas de souvenir du tout. Et une éclipse partielle, jamais ? Non, j'ai pas vraiment de souvenir, non. On sait tout à l'heure qu'il y aura une éclipse totale. Est-ce que vous êtes un peu inquiète ? Pas du tout. Pas du tout inquiète. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'inquiétude sur la place. C'est l'euphorie. Vous aviez raison, Jean-Claude. C'est une foule extrêmement bon enfant qui est massée depuis maintenant. Combien de temps ? Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Moi, ça fait depuis... je suis arrivé à 7h du matin. Je viens de Lyon. Et vous étiez parmi les premiers à 7h ? J'étais dans les premiers. Il y avait peut-être une vingtaine de personnes sur la place, là. Et là, vous êtes content d'être resté pendant 4 heures ? Oui, je suis très content. C'est magnifique. Et ça continue, d'ailleurs. Vous le voyez, c'est un sentiment qui est partagé. C'est magnifique. Tiens, un petit enfant. Quel âge tu as ? Il a 10 ans. Voilà, tu as 10 ans. Tu t'appelles comment ? Adrien Renaud. Adrien, d'accord. Adrien, est-ce que ça te plaît ? Oui, très bien. C'est très beau et c'est très joli. Est-ce que c'est un peu émouvant aussi, à ton avis ? Oui, parce que c'est juste à la fin du siècle et il n'y en aura pas d'autres dans le siècle qui est là. D'accord. Et là, l'éclipse, elle est presque totale, tu vois ? Oui, elle est presque totale. Il y a presque plus qu'un croissant, c'est tout. Eh ben d'accord. Adrien, tu quittes pas les lunettes. Et puis voilà, je vais peut-être vous rendre l'antenne, Charles et Jean-Claude. Il est presque midi. Nous sommes à peu près à 18 minutes de l'éclipse totale. Et nous allons prendre l'air et rejoindre le Catalina avec Emmanuel Ostian. Regardez, Charles, il reste plus grand-chose. Oui, nous sommes en ce moment, Charles, en train de naviguer sur un océan de stratocumulus. Le spectacle est formidable. Si vous voyez parfois l'image un petit peu bougée, c'est à cause naturellement des perturbations qui entraînent des mouvements de l'avion. Alors je me tourne vers Philippe, le pilote, pour lui demander ce que ça fait lorsque l'on a l'habitude de naviguer avec le soleil, de le voir légèrement obstrué, comme c'est le cas en ce moment. Je pense que ça va être très impressionnant. Déjà, l'éclipse totale, pour nous, ça ne va pas changer grand-chose puisqu'on est en vol aux instruments.
On est sous contrôle de Paris, là. On a mis l'éclairage à fond, donc ça ne va pas changer grand-chose. Simplement une nuit très courte. Ce sera peut-être au moment du noir total qu'il y aura un problème, non? Oui, parce que bon, l'œil n'est pas habitué et tout, donc ça va venir très rapidement. C'est ça le seul problème. Enfin, bon, ça va être une très grande expérience, je pense. Voilà, et puis nous espérons aussi voir tout à l'heure le cône d'ombre qui se déplacera, qui surfera en quelque sorte sur les nuages. Vous savez qu'il arrivera aux alentours de 2800 km/h, 800 mètres secondes, et nous essayerons à ce moment-là de le suivre sur la surface des nuages. Eh bien, vous nous appelez dès que vous êtes dans cette situation. Nous allons maintenant retourner en Grande-Bretagne, retrouver Antoine Guélaud, qui j'espère, lui, voit aussi le soleil et la lune. Antoine, vous êtes toujours dans malheureusement, il est vrai que les conditions météo ne se sont pas améliorées. Jean-Claude, il est vrai que le ciel s'est obscurci, le vent s'est considérablement levé. Il y a sur la plage de Penzance plusieurs milliers de personnes. Les flashs des appareils photo commencent à crépiter. Mais malheureusement, je viens de mettre les lunettes spéciales Eclipse. On ne voit pas grand-chose dans le ciel de Penzance. En revanche, Nicolas Escoulan à Londres nous signale que de nombreux Londoniens ont envahi les rues de Londres, de la capitale de la Grande-Bretagne, pour assister à ce spectacle où manifestement le temps est plus clair. Donc on attend, on est maintenant à 9 minutes et 15 secondes de l'événement de l'éclipse totale ici en Grande-Bretagne. Eh bien, merci Antoine. Nous, on va tout de suite rejoindre Fécamp et Michel Floquet, où tout à l'heure, il y avait déjà quelques éclaircies. On aperçoit d'ailleurs le ciel bleu derrière vous, Michel. Michel, oui, premier moment d'émotion à Fécamp. À l'instant même, notre attente est récompensée car le soleil a fait une timide apparition entre deux nuages, ou plutôt ce qu'il reste du soleil. Alors que sur... Oui, je pense que nous allons pouvoir vous le montrer. On ne voit rien. Vous ne voyez rien. Bon, alors, écoutez, à Fécamp, on se contente de peu. Vous entendez peut-être les gens autour de moi qui applaudissent et qui sont ravis. Car le ciel bleu que vous voyez derrière moi est trompeur. C'est le ciel bleu qui règne sur Étretat. Ouais. Sur Fécamp, là où je suis, le ciel est un peu moins bleu. Mais nous avons un petit début de spectacle. Et surtout sur la mer, quelques rayons. Un phénomène assez inexplicable dû à l'éclipse, paraît-il. Des endroits où la mer change légèrement de couleur. C'est difficile à filmer. C'est pratiquement impossible à retranscrire en vidéo. Mais à l'œil, c'est assez étonnant. Voilà, vous entendez les gens, j'imagine, là, cette fois-ci, sur les falaises de la côte d'Albat. Oui, voilà, c'est beaucoup plus net là. C'est beaucoup plus net. Oui. Alors nous revenons à Reims là parce qu'effectivement là aussi tout le monde est en observation, la foule. Regardez ces images. Je pense que ce sont des images de Reims. Si on veut bien nous incruster le lieu de ces images, c'est Reims, c'est tout à fait Reims. Qu'est-ce que c'est que ce halo qu'on voit là autour de... je ne sais pas. Est-ce que ça viendrait des caméras peut-être, non? Ça viendrait des caméras sûrement. Oui. Dans la réalité, il n'y a pas ça. En tout cas, ça prouve une chose, c'est que la Lune est bien ronde. Et puis pour les éclipses de Lune, eh bien c'est comme ça qu'on a fini par être sûr que la Terre aussi était bien ronde. Alors on va essayer de voir si elle est aussi ronde à partir de Paris, puisque nous allons rejoindre Christian d'Adelsen, qui doit le voir. Christian, est-ce que vous voyez le phénomène? À Paris, oui, montrez-nous les images. On préfère voir les images de la... plutôt que de voir la Tour Eiffel derrière. Elle est bien belle, mais quand même. Bien entendu. Là, et voici donc ici, hurrah, applaudissements depuis 5 minutes, puisque c'est la deuxième fois que le soleil apparaît à Paris. Et je dois dire qu'il y a un monde fou maintenant sur l'esplanade du Trocadéro. Beaucoup de gens qui sont venus aussi par curiosité, parce que ils attendent au moment de l'éclipse partielle totale l'éclaircissement de la Tour Eiffel, puisqu'il y a un système automatique qui doit déclencher automatiquement la lumière sur la Tour Eiffel dès qu'il y a de l'obscurité. Vous revoyez ces images, effectivement ici le soleil est enfin très brillant et tout le monde est soulagé parce qu'il y a eu beaucoup de soucis ce matin. Je rappelle d'ailleurs qu'à Paris, l'éclipse ne sera que partielle, même si le soleil sera couvert à 99,4%. Mais malheureusement, même 99,4%, ça ne suffit pas pour enlever les lunettes d'abord. Et c'est pas la vraie nuit, quoi. Oui, parce que nous avons vu pas mal de gens, notamment sur la place du Trocadéro, qui n'étaient pas pourvus de lunettes. Oui, mais ça c'est très inquiétant, non? Oui, ça c'est dangereux, c'est très dangereux. Philippe, on est place du Trocadéro avec Christian d'Adelsen. Il est évident qu'on voit bien moins de choses quand on est en ville, y compris ici à Reims.
Plus que quand on est à la campagne ou à Etretat. Ah, mais l'idéal, c'est d'être en pleine nature et de voir le comportement des animaux, le comportement de la flore et de regarder, on va le voir tout à l'heure, d'ailleurs, avec les teintes autour de soi dans les dernières minutes avant l'éclipse totale, voir les teintes. On voit moins, et surtout en hauteur, je crois. Aussi. Et en hauteur pour voir l'ombre arriver. Voir l'ombre arriver, mais même quand l'ombre est au-dessus de soi, il reste à l'horizon une lumière. Thierry Guerrier nous appelle, je crois, Charles. Thierry Guerrier qui est à Évreux. Thierry, que se passe-t-il? Jean-Claude, les avions. Bah, écoutez, nous allons nous approcher, nous aussi, évidemment, de l'ombre. Petit à petit, le soleil disparaît. Nous avons un petit peu moins de chance parce que nos éclaircies se réduisent. De moins en moins d'éclaircies pour le moment. Des petits trous de temps en temps dans les nuages. Mais pour l'instant, eh bien, la pénombre gagne très doucement sur la base d'Évreux. Puis il y a un silence étrange, quelques oiseaux à peine, pas de vent. C'est assez impressionnant. On attend maintenant que les Mirage 2000 reviennent dans un peu moins de 20 minutes, j'espère. Oui. Bah, tout à l'heure, Thierry. Alors, nous sommes en tout cas à combien, 11 minutes de la première éclipse totale qui sera visible des côtes normandes, Philippe de la Cotardière. Oui, l'ombre de la Lune commence par toucher la France dans le Cotentin, à la pointe de la Hague. C'est à 12h16. Et il semble qu'il soit... Moi j'ai 12h05 ou 12h06. Voilà, 12h06, donc presque on 12h06. a encore 10 minutes. Est-ce que déjà on a l'impression... On va peut-être demander à Pascal Praud si dans la foule les gens commencent déjà à se dire c'est dans 10 minutes, est-ce que le soleil va disparaître? Pascal, vous m'entendez? Bah oui, et comme on l'a dit hier... Est-ce qu'il y a des petites angoisses là? Eh bien écoutez, on va leur demander, est-ce qu'il y a un petit peu d'angoisse? Oh non, pas vraiment, non. Non, il n'y a jamais d'angoisse. Je crois que vous venez de Gap, hein, vous êtes venu spécialement évidemment pour l'événement. Exactement, donc voilà. Alors, vous observez depuis tout à l'heure, vous attendez avec une grande impatience. Est-ce que vous sentez un petit peu d'inquiétude? Plutôt, non, je trouve que plutôt c'est extraordinaire. Les gens sont quand même étonnés et je sais pas, on se sent tout petit quand même devant ce genre d'événement et vraiment, non, c'est plutôt extraordinaire. Vous dites, on se sent tout petit, pourquoi? Tout simplement, on se voit que les forces de la nature prennent le dessus et qu'il peut arriver des choses quand même exceptionnelles comparé à ce qui se passe tous les jours ici sur Terre. Et vous vous attendiez à être dans ce sentiment-là? Non, c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, ça m'a pris quand même, ça fait quelque chose. Bon, après, on s'y habitue. Non, c'est vraiment, c'est fantastique, quoi. Et vu que c'est très rare, c'est quand même bien, voilà. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde. Pascal. Oui, Charles. Pascal, je rappelle que l'éclipse totale à Reims interviendra aux alentours de midi 25. Midi 25 même précise, je crois. 14 minutes. On va tout de suite aller dans le sud-ouest de l'Angleterre où la nuit est quasiment parfaite maintenant avec Antoine Guélaud. Ah oui, Antoine. absolument. La nuit tombe de seconde en seconde, de minute en minute. Dans 2 minutes maintenant, nous allons avoir une éclipse totale. Malheureusement, on ne la voit pas beaucoup à cause des conditions météo dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je peux vous dire qu'il fait beaucoup plus froid qu'il y a quelques instants. Le vent se lève considérablement. Le spectacle doit être beau depuis la mer parce que derrière nous, eh bien, c'est relativement dégagé. Et ici, la mer se retire puisqu'il y a un coefficient de marée. Les Britanniques sont de plus en plus nombreux, les curieux, les touristes qui sont venus ici à se précipiter vers la mer. Et là, ça y est, je crois qu'on est vraiment dans l'éclipse totale. La nuit tombe de plus en plus. Vous voyez sur ces images qui nous sont envoyées depuis la BBC qui a placé une caméra dans son avion, ce que le spectacle peut donner au-dessus de nous, mais malheureusement au-dessus de nous, c'est-à-dire au-dessus de cette couche nuageuse. Les appareils photo crépitent de plus en plus. C'est à peu près la seule chose que j'aperçois sur la plage, puisque la nuit maintenant est complètement tombée. Je peux vous dire que les mouettes sont extrêmement nerveuses puisqu'on parle beaucoup d'animaux. Alors il y a une sorcière hier qui me disait une chose, qui me confiait que pendant l'éclipse totale il faut faire un vœu. Bon, j'ai beau faire le vœu que la météo devienne plus clémente, ça ne marche pas semble-t-il. En tout cas ça y est, c'est la nuit noire. Là. Presque noire. Mais c'est la nuit noire là, hein. Presque. Il reste là, c'est très peu de choses. Un tout petit croissant, mais ça n'est pas encore la nuit. Ah, mais dans 1 minute, hein, regardez, ce sont les images là, on n'est pas loin, là, On va peut-être voir jaillir des protubérances. Remettez-nous les images de la BBC, voilà. Mais là, tout à l'heure, vous disiez, Antoine, que la température avait nettement baissé. Est-ce que vous pouvez estimer à peu près de combien de degrés? Ah là, écoutez, j'ai commencé cette émission simplement avec une petite veste. Je peux vous dire, ça y est, là, c'est la nuit noire, là. C'est la nuit noire, ça y est, quasiment, là. Quasiment, à Penzance, c'est la nuit noire. Quasiment. Je peux vous dire que j'ai une veste. J'ai une veste sur moi, là, la température a dû baisser de 6 ou 7 degrés, hein. Vous voulez dire au niveau de votre tête ou au niveau de vos pieds?
Parce qu'il y a une plutôt au niveau de la tête. Au niveau de la tête. Donc ça veut dire qu'au niveau de la tête, Philippe, il y a combien en gros de différence? Lorsque l'éclipse totale commence, il y a une baisse d'au moins 5-6 degrés. Hein. Oui, ce qui est parfaitement compréhensible, puisque la Lune, masquant le Soleil, prive donc de la chaleur du Soleil la Terre. Bien sûr. Et cela dépend aussi de la nébulosité qu'il y a, bien sûr. Mais ce que je comprends plus difficilement, c'est que le vent se lève. Il y a un phénomène de turbulence de l'air qui est accru par la différence de température rapide. Est-ce qu'on peut demander à Penzance, à notre ami Guélo, si lui, il ressent ce vent autour de lui? Antoine? Absolument, ça y est, moi je ne vois plus rien à Penzance, je vous aperçois à peine les flashs, les crépitements des appareils photo. Je peux vous dire que ça y est, nous sommes dans une période de nuit noire, je n'aperçois plus les personnes qui sont autour de moi. C'est l'éclipse totale. On ne voit pas encore la couronne, apparemment. Oui, elle est à l'heure, il a dit 10. C'est l'éclipse. Est-ce que il y a encore un... Oh, très peu léger. Une esquisse de Mais pourquoi on ne voit pas encore la couronne? C'est à cause du mauvais temps? Voilà, non. Est-ce que vous voyez la couronne déjà? Non, vous ne voyez rien. Ce sont les images de la BBC que vous n'avez pas devant vous, bien entendu. Antoine, est-ce que vous ressentez le vent? Ah ben voilà, voilà. Alors voilà, la couronne est apparue. Oh, on est en pleine éclipse là alors. Hein. Philippe de la Cotardière, c'est la fameuse couronne solaire. Voilà, c'est la couronne solaire et nous sommes en une période proche du maximum de l'activité solaire et donc nous avons une couronne qui est assez régulière. Il y a souvent des grands jets dans la couronne, mais plutôt en période de minimum d'activité. Là, nous sommes près d'un maximum et nous avons une couronne qui est relativement régulière. Mais remarquez les aigrettes qu'il y a, notamment au-dessus des pôles, où on voit toutes ces aigrettes qui s'échappent du soleil et que l'on appelle des plumes polaires. Magnifiques images que nous envoient nos confrères en direct, nos confrères de la BBC, avec qui nous sommes associés dans cette opération Eclipse. Et le Soleil perd de cette façon des millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Et ce vent solaire, qu'on appelle le vent solaire, arrive jusque dans le voisinage de la Terre et peut provoquer des graves perturbations. Alors on va voir les effets de ce vent sans doute sur Antoine Guélo. Antoine, le vent s'est considérablement levé. On voit vos cheveux. Le vent s'est considérablement levé. Ah oui, là il fait très très froid, c'est la nuit noire, le vent s'est considérablement levé. Et autour de moi, eh bien, les milliers de personnes qui sont là, on dit que les Britanniques sont flegmatiques. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de cris de joie, certains cris de peur sans doute. Mais en tout cas, beaucoup d'admiration devant ce spectacle magnifique que vous allez pouvoir voir en France dans quelques instants maintenant. Ici, ça y est, les applaudissements derrière. On voit déjà vos images de Grande-Bretagne, Antoine. On voit ce que vous voyez, peut-être moins bien vous. Nous le voyons grâce aux caméras donc, qui sont en direct de la BBC. Et on voit exactement le soleil est recouvert totalement par la Lune. Quoi. Alors que si Gilles Amado pouvait nous montrer, ou Philippe Perrault pouvait nous montrer simplement ce qui se passe à Reims. Si on pouvait voir les deux images. Ah là, ça y est, on a vu. Voilà Reims. Et nous allons revenir en vite à Grande-Bretagne, parce que là, on voit un phénomène. Là. Vite l'image de la BBC, s'il vous plaît. Gilles, envoyez-nous l'image, merci. Ça, c'est ce qu'on voit de Reims actuellement. On en a encore pour quelques minutes, Charles. Il nous reste encore 8 à 10 minutes. Alors maintenant, donnez-nous... Ah oui, vous n'avez pas d'autre image de la Cornouaille? Du sud-ouest. Regardez, c'est quand même très beau ici. Regardez Reims, c'est sublime. Oui, et alors on constate que la différence entre la distance qu'il y a entre la Cornouaille et nous, eh bien... Eh bien voilà les Cornouailles. La Cornouaille est en train de ressortir déjà. C'est Penzance, ça. Voilà. On voit déjà le soleil qui ressort. Et voilà, pour eux, c'est déjà fini. Eh ben, c'est déjà fini. Et pour nous, ça n'est pas encore commencé. Ceux qui avaient des grandes peurs, là, hein, tous les prophètes de malheur, eh bien, retrouvent leur soleil. Phébus revient. Mais c'est vrai qu'on sait à peu près, on connaît bien maintenant les mécanismes du système planétaire depuis près de 4 siècles. Et pourtant, c'est toujours source de mythes et de légendes, même aujourd'hui encore. Oui, parce que tout ce qui se passe dans le ciel a toujours un côté très impressionnant, un côté qui fait appel à la mythologie. Oui, parce que ça change l'ordre des choses. Voilà, ça change l'ordre des choses. Le ciel symbolise l'ordre. On va aller voir si l'ordre règne chez les animaux du zoo. Est-ce qu'on peut aller... Ah, voilà, Amiens, comment se... Ah, voilà un loup, c'est un loup, ça. Comment se comporte Absolument, Jean-Claude, c'est un loup.
Et l'atmosphère est étonnante ici. La nuit est en train de tomber progressivement. Il y a à peu près la même luminosité qu'hier soir à 20h. Nous étions hors terrain ici dans ce parc animalier. Les loups sont figés de même que les autres animaux du parc. Il y a un silence assourdissant, si j'ose dire, qui s'est installé dans le parc comme à la tombée de la nuit. Alors on en a encore pour quelques minutes avant que l'obscurité se fasse complètement. Je vous propose d'aller du côté du docteur Klein qui lui se trouve toujours près des animaux de ferme et eux aussi, si j'ai bien compris docteur, ils sont dans un état de torpeur assez impressionnant. Eh bien, l'obscurcissement se poursuit ici. Alors, les chèvres se sont immobilisées et à un moment donné, les mouflons ont commencé à se batailler. Les poules ont l'air de vouloir se coucher vraiment comme s'il faisait nuit et qu'elles rentraient au poulailler. Alors, d'autre part, j'aperçois d'ici les singes, en particulier les attelles et les lémuriens. Ils se sont couchés carrément. Ils sont en train de dormir depuis presque une dizaine de minutes. Michel Klein. Voilà, donc je suppose... Fécamp Michel Floquet. Ou alors d'abord Fécamp Michel Floquet, c'est un peu désordonné, mais voilà Michel Floquet, c'est l'image que nous envoie Michel Floquet. Michel. Oui, mais c'est un étrange crépuscule qui est en train de s'abattre ici sur la mer. Et sur les falaises, absolument, l'éclipse complète est prévue à 18, vous voyez, il est 16, un peu passé. Nous sommes à moins donc d'une dans une minute. minute et demie. Oui, dans une minute ou à peine une minute, ce sera la nuit complète ici, comme celle que nous avons vécue depuis la Cornouaille tout à l'heure. Et c'est très étonnant de vivre cela au bord de la mer, car pour l'instant, avant le vent qu'on nous annonce, avant le rafraîchissement, il y a surtout un calme étrange. La mer est lisse, les bateaux ne bougent plus, ceux qui sont tout autour là de nous. Et chacun sur ces falaises a les yeux rivés vers le croissant de soleil que l'on voit à travers les nuages. Pardon ? C'est presque complet votre éclipse là maintenant, si j'en juge par les images que nous avons. Pas tout à fait encore, il y a encore un peu de luminosité, mais je pense que dans les secondes qui viennent, dans 50 secondes... Est-ce que vous ressentez un vent, vous aussi ? Non, pour l'instant, c'est le calme le plus absolu et le plus étonnant. Une sorte de crépuscule qui avance très vite. Je ne sais pas si à l'image, cela se voit, cela se sent. Mais il fait de plus en plus nuit, évidemment. Et chacun, pour l'instant, est un peu pétrifié par ce spectacle, je dois dire. La falaise est très calme. Les gens ne disent rien, ils observent, ils regardent. Certains essayent de faire des photos. La nuit, vraiment, avance là, d'une manière très perceptible, en tout cas pour nous. J'espère que vous le ressentez aussi en regardant les images que nous envoyons. Voyons très bien. Et elle avance dans le noir presque complet là. Je dois dire. Vous êtes dans le noir presque complet là. L'ombre a envahi la mer. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais la mer est véritablement, surtout vers l'ouest, vers la Grande-Bretagne, elle est totalement noire. Et là, véritablement, nous rentrons dans la nuit. C'est peut-être... si, on vous voit bien dans la nuit. Dans un crépuscule quasiment total. C'est un crépuscule absolu, étrange, presque la nuit, même si l'horizon, très loin, reste relativement éclairé par rapport à cette nuit qui tombe ici. Vous entendez peut-être les gens. Et d'ailleurs, comme la nature fait bien les choses, nous apercevons maintenant le soleil. Les nuages se sont un peu dissipés. Et nous pouvons les voir, vous pouvez le voir, ce masque croissant de soleil qui reste encore. Et qui vient au bon moment nous régaler de ce magnifique spectacle que nous attendions sur ces falaises depuis 10h30 du matin. Maintenant, eh bien, nous l'avons au bon moment, le soleil, mince croissant de soleil qui s'en va. Et la ville crépite de flash littéralement. Écoutez le bonheur des gens. Je vous entends très mal. Alors qu'il fait nuit maintenant, il fait totalement nuit, écoutez. Comment se comportent les gens autour de vous, Michel ? Vous les avez entendus, c'est la joie, c'est une étrange... les gens ont applaudi, ils ont ri, c'est la joie en fait. Non, c'est pas du tout inquiétude. Ces équipes ont sûrement terrifié l'humanité pendant des millénaires, mais depuis qu'on sait à peu près ce que c'est, les scientifiques nous ont expliqué ce que c'est le bonheur qui a remplacé l'inquiétude, évidemment. Et c'est très étonnant, la ville crépite de flash. Je vois le littoral et les milliers de gens qui sont massés sur la plage, et puis tous les gens sur les falaises. Chacun fait des photos. D'ailleurs, je me demande si les flashs sont bien utiles, mais ça, c'est pas très grave. Oh, cette couronne solaire est magnifique là maintenant. On voit la couronne solaire arriver vers nous, hein. Vous la voyez, vous, Michel ? Absolument, nous la voyons très très bien. On la voit magnifiquement. Regardez. C'est formidable. Avec l'activité donc du soleil qu'on ne peut voir qu'en de ces circonstances, lorsque la luminosité que dégage le soleil lui-même est masquée et que seul ce qui est à la périphérie rayonne comme ça dans le ciel noir.
voit des protubérances. Voilà, la couronne solaire, Philippe, continue à se former. Ça dure combien de temps en gros la couronne solaire? Eh ben, la couronne solaire, on la voit pendant le temps de la totalité, donc c'est environ 2 minutes cette fois-ci. Il y a des éclipses qui sont plus longues, qui peuvent durer jusqu'à plus de 7 minutes, mais malheureusement celle-ci ne dure que 2 minutes. Alors ces images sur Reims pour vous expliquer que souvent vous entendez de la musique, vous entendez du chant, puisque Jesse Norman est en train, et voilà, maintenant regardez, c'est Fécamp. On retourne à Fécamp, oui. Alors là, que la couronne solaire, très belle protubérance qu'on peut voir en haut du disque et sur la partie droite, qui est rosé. Voilà. Ce sont des flammes du soleil, c'est des jets de gaz qui s'échappent du soleil et c'est un signe de l'activité du soleil. C'est ce qu'on appelle les protubérances. Voilà, c'est cela. Et c'est le seul moment où on puisse les observer comme ça, sans appareil spécial. Et ce gaz qui entoure le soleil, c'est lui qui perturbe souvent. Oui, c'est de la matière qui s'échappe du soleil et c'est en même temps des particules, des flots de particules qui s'échappent du soleil. Oh, le soleil revient. Voilà, là c'est l'anneau de diamant, c'est la réapparition du soleil. Et ce scintillement, c'est ce que vous appelez l'anneau de diamant. Voilà, c'est soit le dernier éclair de soleil avant la totalité, soit le premier après. Cette image est magnifique, quoi. C'est bluffant. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, vous qui l'avez vu peut-être, mais là, regardez, on la voit dans très bonnes conditions. Très impressionnant. C'est l'image de Fécamp, magnifique. Mais ces protubérances, de toute façon, qui existent aussi lorsqu'il n'y a pas d'éclipse totale, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a de véritables explosions et une fusion nucléaire, en quelque sorte, après de milliers de kilomètres d'altitude. Oui, ce sont des jets de matière qui peuvent s'échapper jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Et nous voilà à Reims. Et nous voilà, regardez regardez la baisse de luminosité. La baisse de lumière est très rapide. Il ne reste plus grand-chose. Hein, regardez. Alors là, je crois qu'on va essayer rester ici maintenant. On va essayer de mettre nos lunettes. Nous allons mettre nos lunettes comme tout le monde, bien entendu. Parce que jusqu'à présent, avec Jean-Claude, nous n'avons absolument rien vu pour la frime, de cette éclipse et partielle, évidemment, qui va être totale dans 3 minutes. Je pense qu'Alain Gillot-Pétré est fébrile, il a quelque chose à nous dire. Oui, Alain, juste Gilles Amado, une seconde. Vraiment une seconde. Une seconde. Mets-toi sur le... 2 minutes, l'éclipse totale sur Reims. Mets-toi sur l'image de l'Europe. On va voir la nuit à gauche. La nuit qui tombe, non pas celle-là. L'image qu'on a sur Météotel en ce moment. La nuit tombe complètement. Elle est colorée. Bon, laisse tomber l'image, tant pis. Non, il vaut mieux voir. On la retrouvera tout à l'heure. Pour le moment, ici, c'est la nuit qui tombe. Le parvis donc de Notre-Dame de Reims, qui a vu tant de célébrités, de rois ici défiler. La dernière grande manifestation qui s'est tenue à cette place avant l'éclipse, c'était il y a quelques années lorsque le général de Gaulle a reçu monsieur Adenauer pour les grandes retrouvailles franco-allemandes. Regardez, vous voyez, c'est presque la nuit complète qui tombe. La cathédrale s'est d'ailleurs illuminée. Je pense qu'on va pouvoir voir la façade en même temps. Ah oui, et nous on voit l'éclipse presque totale. Nous vivons voilà, la même image que celle que nous avons pu voir tout à l'heure dans le sud-ouest de l'Angleterre, puis à Fécamp. Voilà, l'ombre de la Lune avance inexorablement à la vitesse de 2800 km/h et elle va nous balayer dans quelques instants. Regardez, entendez la foule, mais c'est vraiment incroyable, hein. Ah, je suis sûr que dans les milliers de gens qui sont là, la plupart n'ont jamais vu d'éclipse totale. Mais il n'y a pas cette fameuse inquiétude qu'on pouvait imaginer, quoi. C'est plutôt la liesse, c'est la fête. C'est la grande fête de la Lune et du Soleil. C'est la grande fête de la Lune et du Soleil. C'est la chanson de traîner, quoi. Oui, et bien là, le rendez-vous n'est pas manqué. Hein. Charles, n'oubliez pas vos lunettes. Je n'oublie pas mes lunettes, mais... Regardez. Nous sommes dans la nuit totale. Ça fait un curieux effet quand même. Presque. Ça fait un curieux effet. Presque. Il n'y a plus finalement que la lumière de nos projecteurs. Il est midi 23. Qui scintille presque. Et derrière vous, le rideau de nuit. Behind you, the night. Voilà, il est midi 23. On se croirait à minuit 23, bien entendu. Écoutez la foule. Voilà, ça y est, c'est magnifique. Voilà, c'est...
C'est très beau là, Voilà, faut la regarder couronne là. est magnifique. Ah là on voit la là, couronne. on peut regarder sans lunettes là. Ah ouais, là c'est magnifique. Là, c'est-à-dire qu'on peut enlever les lunettes. Ah oui, il faut pas et mettre on les peut lunettes. regarder. Oui, allez-y, sans On a danger, tout là. Là, tout le monde a enlevé ses lunettes, évidemment, puisque c'est un moment où l'on peut regarder sans les lunettes. La seule luminosité qui subsiste, c'est bien entendu les projecteurs. Take your eclipse glasses off for the next minute. Encore une minute, vous pouvez les enlever. Voilà des images vues du Catalina, de l'éclipse vue de notre avion Catalina. C'est merveilleux. Emmanuel Ostian est dans ce Catalina. Oui. Qui nous envoie ces images. Regardez la couche. Emmanuel, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que nous voyons? Alors écoutez, en ce moment, nous sommes dans le noir complet ou quasi complet. La température a baissé d'une quinzaine de degrés et nous voyons au-dessous de nous toutes les villes commencer à s'illuminer. Et puis naturellement, ces jaillissements comme des éruptions volcaniques à la surface de ce disque à présent noir. Le spectacle est magique, fabuleux. Coupez les lumières. Est-ce qu'on peut couper les lumières? Nous allons faire couper les lumières du studio. Voilà. Oui. Coupez les lumières, coupez tout. Coupez tous les projecteurs. Coupez les projecteurs, s'il vous plaît, sur le plateau. En 30 secondes, vous voilà. pouvez donner 30 seconds to put your glasses on. Oui. Et pendant que nous voyons les images filmées par le Catalina, ici à Reims, tout le monde va remettre ses lunettes, puisque le soleil, voyez les gens, voyez le mouvement de la foule, tout le monde remet ses lunettes afin de voir la réapparition du soleil. Alors que nous retournons à bord du Catalina avec Emmanuel Ostian, et qu'Emmanuel, évidemment, qui est à peu près à la verticale de Metz, ou en tout cas aux environs de Metz, va vivre exactement ce que nous venons de vivre. Ouais. Successivement dans le sud-ouest de l'Angleterre, en Cornouailles avec Antoine Guélaud, puis à Fécamp avec Michel Floquet, au-dessus du Zoo d'Amiens avec Michel Scott, avec nous ici à Reims. Regardez les images du Catalina, c'est une merveille. Au-dessus de Metz, puisque Metz est quasiment sur la ligne de centralité de la bande de totalité. Regardez Charles, ces images sont exceptionnelles. Et Emmanuel Ostian. Emmanuel, nous vivons une aurore en ce moment. Et nous sommes aux alentours de 5000 mètres d'altitude, donc quasiment à l'altitude du Mont Blanc. Et c'est comme si, après une toute petite nuit, le ciel se réveillait. Donc nous avons passé une nuit extrêmement courte, c'est une aurore. Et nous allons petit à petit voir les éclairages publics s'éteindre. Et voilà, le jour revient sur Reims. Regardez, c'est formidable. En quelques secondes. Alors que la nuit n'est pas encore complètement tombée sur Metz. Et là, nous allons entendre Jesse Norman qui va interpréter un gospel justement pour saluer le retour du soleil. Alors que je vous rappelle que nous sommes toujours en direct du Catalina et que Emmanuel Ostian est en train de vivre ce que nous venons de vivre, c'est-à-dire une éclipse quasiment totale. Regardez, Reims est de nouveau, il fait de nouveaux jours, quoi. C'est incroyable en l'espace, quoi. Vous avez remarqué comme la lumière était tombée rapidement. Hein. C'était vraiment dans les dernières minutes. Mais elle revient aussi rapidement, quoi. Alors nous attendons maintenant la prestation de la star de la journée en dehors du soleil et de la lune, puisque nous avions rendez-vous avec le soleil, la lune et Jesse Norman. Mais est-ce qu'entre-temps, tout en écoutant Jesse Norman, nous pouvons revenir avec le Catalina et Emmanuel Ostian? Voilà, la voix de Jesse Norman va accompagner de toute façon le vol du Catalina au-dessus de Metz. C'est une illustration sonore assez exceptionnelle et originale. Et cette retransmission se fait non seulement en France, mais aussi en Grande-Bretagne, grâce à la BBC, avec qui nous avons passé des accords pour qu'ils entendent eux aussi Jesse Norman. Elle salue le retour du soleil. He's got the whole world in his hand.
La prestation de Jessie Norman, on le disait, pour célébrer cette grande fête païenne du retour du soleil. Nous allons avoir maintenant les images, je pense, des Mirages 2000D qui viennent de retourner. Voilà, les Mirages arrivent. Dans quelques instants, nous aurons les images qu'ils ont pu filmer. Eux, ils étaient à 10 000, à combien? À 10 km je ne sais pas exactement. 10 000 mètres. 10 000 mètres peut-être. Ils étaient entre 5 000 et 10 000 au large de Fécamp. Donc dans quelques instants, le temps de descendre la pellicule filmée par Jean-Claude Lédin, et nous aurons les images donc dans quelques instants. Ils ont pu aller beaucoup plus que la vitesse du son au large de Fécamp, mais dès lors qu'ils abordaient les côtes de Fécamp, ils ne pouvaient de toute façon franchir le mur du sang. Alors voilà, on voit d'ailleurs à l'image Thierry Guerrier prendre les bobines de film. Oui. Mais Jean-Claude Lédin est en direct, on pourrait peut-être lui demander ce qu'il a ressenti, lui. Il court avec la cassette. Bon, on les voit en train de courir avec la cassette pour qu'on puisse avoir les images. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le Catalina avec Emmanuel Ostian? Est-ce qu'il est en direct, Emmanuel? Non, il y a des problèmes techniques, oui. Non, nous allons peut-être demander à Jean-Claude Lédin ce qu'il a ressenti, non, puisqu'il descend d'avion. Jean-Claude Lédin. Et il ne peut pas non plus. Eh bien, Antoine Guélaud qui est de retour. Antoine Guélaud à Penzance. Antoine, ça y est, le jour est revenu pour vous. Oui, de retour. Ah oui, dans vous la êtes lumière, moins sombre là. Ah oui, il n'est plus minuit, il est de nouveau midi. Ça a été un spectacle extrêmement émouvant auquel vous avez assisté, d'ailleurs vous aussi. Et c'est vrai qu'ici, il y a plusieurs Britanniques qui ont essuyé une larme au moment de la nuit totale. Pendant 2 minutes 11, ici en Grande-Bretagne, ça a été la nuit totale. Maintenant, les personnes commencent à se disperser. Ils restent quand même sur la plage avec ces beaux souvenirs et ces photos qui, espèrent-ils, seront réussies. Michel Floquet. Fécamp, Michel Floquet, Fécamp. Ah, ben voilà, lumineux, lumineux. Merci Charles. Oui, et bien écoutez, évidemment, ici aussi, le jour est revenu, les bateaux rentrent, et en tout cas, il s'est passé quelque chose d'unique pendant cette petite nuit d'un peu plus de 2 minutes, c'est que pour la première fois de son histoire, le phare du Cap du Faniet qui est là, pour sa première fois de son histoire, eh bien, il n'a pas brillé pendant la nuit. Il était éteint, comme tous les éclairages ici à Fécamp et dans les environs. Voilà, et sinon, la température redevient normale, c'est-à-dire un peu plus clémente, et il fait meilleur, et il fait jour, et le spectacle que nous a offert Fécamp était absolument magnifique, vous l'avez vu, je crois, à l'antenne. Merci Michel, nous allons rejoindre un autre Michel, c'est à Fécamp cette fois-ci, pas à Fécamp, pardon, c'est à Amiens cette fois-ci, pour voir comment se sont comportés les animaux. Nous rejoignons les deux Michel, Scott et Klein. Michel ? Oui, Jean-Claude, eh bien ici, l'effet a été un petit peu le même, une nuit très courte, très intense, et les animaux, à peu près tous, ont réagi de la même manière. Ils se sont assoupis, ils ont eu un comportement, à peu près pour toutes les espèces qu'on a pu voir, un comportement d'animal au moment du coucher. Les loups derrière nous ont eu une réaction surprenante dès que la lumière est revenue, assez subitement d'ailleurs, ici dans le parc, une espèce de réaction de sursaut, et puis le leader des loups, le loup mâle qui commande un petit peu cette meute, a rassemblé tout le monde, a réveillé tout le monde. Du côté des animaux de la ferme, on a eu un petit peu la même chose, docteur Klein. Oui, eh bien, ici, les animaux ont
nettement réagi comme pour un coucher de soleil. D'abord, les poules se sont groupées avec le coq présent parmi elles et se sont couchées nettement. On a vu progressivement comment elles allaient au poulailler. Et quant aux autres, les chèvres par exemple, elles ont été carrément immobilisées. Il y a les mouflons également. Et alors, ce qui avait d'étonnant, c'est que j'apercevais de loin les singes sur l'île, que ce soit les attelles ou les lémuriens, en particulier les varis, ils se sont carrément couchés. Et après, on a constaté qu'ils se levaient, ils se sont mis en activité, ils ont commencé à grimper et à manger. Ils ont vraiment fait une brève nuit, si je peux dire. Donc il y a eu nettement des réactions. La vache, par contre, bon, elle était immobile, elle n'a pas tellement réagi, il n'y a pas eu tellement de réactions. Les ânes sont restés également immobilisés pendant l'obscurcissement. Voilà, et puis Jean-Louis Alfero qui est allé tourner d'autres images du parc dans d'autres endroits nous montrera ces images un petit peu plus tard. Il y a eu des réactions surprenantes, notamment les manchots qui sont aussi allés se coucher de manière très ostensible, mais ça a été un petit peu le cas pour tout le monde ici. Michel, merci. Alors nous allons évidemment sur notre point d'observation dans la zone de l'éclipse partielle, c'est-à-dire Paris avec Christian de Dadelsen. Malheureusement, nous avons un peu négligé parce que nous avons vécu l'éclipse totale, évidemment, sur tous les points de notre dispositif. Vous avez des excuses. Christian, oui, Christian, c'est J moins combien derrière vous? Alors J moins 143. C'est vrai que c'est l'occasion de rappeler qu'on est à la veille de l'an 2000. Cela dit, vous nous avez négligé, mais vous avez des excuses car on a eu un gros nuage noir au moment de l'éclipse. On l'a bien vu, cette éclipse partielle, un petit peu avant. Et puis surtout, l'éclairage public parisien et la Tour Eiffel se sont effectivement éclairés pendant, disons, 2-3 minutes. Mais ça a été un peu la déception parce qu'on s'attendait à une nuit noire ici. Et en fait, c'était plutôt une belle soirée. D'ailleurs, je crois que vous étiez, les gens qui sont autour de moi étaient un petit peu déçus, non ? Un petit peu, effectivement, mais on s'attendait à quelque chose d'un peu plus phénoménal et le spectacle a été quelque peu gâché par les nuages. On avait les pyjamas, mais tant pis. Ouais, non, on a eu juste droit à une très belle luminosité, mais bon, tant pis, ce sera pour plus tard. Donc Paris n'était pas forcément l'endroit idéal, mais le Trocadéro a été quand même très apprécié des nombreuses personnes qui étaient ici, ne serait-ce que par l'éclairage de la Tour Eiffel et l'éclairage public qui ont reconstitué la nuit pendant 2 minutes à l'heure de midi. En tout cas, sur le plan de l'éclipse totale, nous avons été placés à des endroits idéaux, puisque entre le sud-ouest de l'Angleterre, en Cornouailles, puis avec Floquet, puis aux Eaux d'Amiens, et surtout à Reims, où nous avons eu une éclaircie parfaite quasiment au moment où l'éclipse totale se produisait, avec les avions, puisque Thierry Guerrier, je pense, a récupéré les bobines filmées par Jean-Claude Lédin. Ah bah il y a le Catalina qui est prêt déjà. Dans quelques secondes, nous aurons de toute façon ce que les 4 Mirage 2000 ont pu filmer de l'éclipse totale du Soleil à plus de 10 000, 8 000 mètres exactement d'altitude. Par contre, le Catalina, cette fois, peut être, je crois, excusez-moi mon cher Alain Gillot-Pétré, mais nous avons peut-être le Catalina en ligne avec Emmanuel Ostian. Emmanuel, je vous entends, Charles, je vous entends très bien. Écoutez, nous vous entendons très faiblement parce que vous savez que notre ami Jessie Norman a une voix extrêmement puissante. Mais nous vous voyons très bien. D'accord, une voix beaucoup plus puissante que la mienne. Eh bien, je peux vous dire qu'ici, nous avons perdu 20 degrés en l'espace de quelques secondes. Nous étions aux alentours de 20 degrés et brutalement la température est tombée à 0 degré, voire même dans des températures négatives. À l'intérieur, tous les techniciens, l'équipage avaient le souffle coupé. Nous étions en train de surfer par-dessus des stratocumulus et nous étions dans une nuit noire absolue. Je peux vous assurer que la sensation valait le détour. Bien. Alors nous avons fait venir Alain, Alain, vous avez été très bien tout à l'heure. Alors non, c'est l'équipe de Reims, de Météo France, qui a été formidable, qui a fait un travail énorme pour nous apporter des outils formidables. Non, il faut leur rendre hommage pour leurs prévisions. Pour leurs prévisions aussi. Ils étaient au rendez-vous. Les mauvais augures d'il y a 6 jours auraient mieux fait de se taire. Et vous n'allez pas donner les noms, vous n'allez pas donner les noms. Non, il y a eu trop de choses hurluberluesques qui ont été dites à propos de cette éclipse. Les scientifiques ont eu raison. Bravo, messieurs les scientifiques.
aussi. Voilà. Et la Tour Eiffel est toujours là. Et Mir continue à tourner autour de la Terre. Mir continue à tourner avec un Français à bord. Nous l'aurons d'ailleurs en direct à sa descente de Mir dans quelques jours. D'ailleurs. Alors les hurluberlus auraient mieux fait de se taire. Très bien, ben, on vous a bien entendu, Alain Gilles. Voilà. Bon, alors, monsieur Ferrel et monsieur Philippe de la Cotardière, quel est l'intérêt? Évidemment, l'intérêt émotionnel d'une éclipse totale est évident, mais quel est l'intérêt scientifique d'une éclipse totale? L'intérêt scientifique, c'est qu'une éclipse totale, c'est le seul moment où on peut observer la couronne solaire. Or, la couronne solaire, elle a une importance très grande par les effets qu'elle a sur la Terre elle-même. C'est ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Et donc, l'éclipse totale, c'est le moment où on peut observer toutes les manifestations du champ magnétique sur le Soleil, par exemple. Et la France a construit un télescope dédié à ces observations-là qui se trouve aux Canaries. Mais quels enseignements pratiques peut-on tirer justement de cette observation soulignée par monsieur Ferrel? Pour notre vie quotidienne. Mieux connaître le Soleil, vous savez, c'est mieux comprendre les relations entre le Soleil et la Terre, et c'est donc utile pour nous, terriens, habitants de la Terre, parce que nous savons que nous sommes sous l'influence du Soleil, pas seulement parce qu'il nous chauffe et nous éclaire, mais parce qu'il nous envoie tout un tas de particules, et l'activité solaire a certainement des influences que l'on ne connaît pas encore très bien. Nous parlions d'ignorer tout à l'heure, mais il faut savoir que le Soleil va complètement disparaître d'ici 5 millions d'années. Alors il va falloir trouver d'autres planètes pour aller vivre. Dans 5 milliards d'années. 5 milliards, pardon. Mais il y a aussi une chose qu'on n'a peut-être pas rappelée, c'est que dans environ 200 millions d'années, on ne pourra plus observer d'éclipse totale. Parce que la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3 cm par an. Et lorsqu'elle se sera suffisamment éloignée, c'est-à-dire à peu près dans 200 millions d'années, elle ne pourra plus provoquer une éclipse totale. Donc on n'observera plus que des éclipses annulaires. Dans 200 millions d'années. 200 millions d'années environ. Bon, ça nous laisse un peu de temps. On va vous parler, docteur. Vous avez vu que tout le monde, vous avez écouté, tout le monde a mis des lunettes, il n'y a pas eu de problème. Vous allez peut-être les retrouver en rentrant à l'hôpital. Et j'avoue avoir retiré mes lunettes aussi pendant l'éclipse totale. Ah, voilà, vous avez retiré. Comment vous avez trouvé le spectacle? C'est grandiose. Ça aurait été dommage de garder les lunettes. Tout à fait, on voyait rien. Alors, est-ce qu'on peut demander si nous avons les images de l'avion que Jean-Claude Lédin a pu tourner? Est-ce qu'on peut déjà les avoir, s'il vous plaît? On ne peut pas encore les avoir. Mais nous regardons encore une fois ces images magnifiques. Est-ce qu'on peut nous les repasser? Est-ce que Jean Amado peut nous les repasser? On va les repasser, dit Philippe Perrault. On ne s'en lasse pas. On n'avait pas vu ça en France depuis 38 ans. Et on ne le reverra pas avant 82 ans dans notre pays. Ah oui, mais ce qui ne veut pas dire de toute façon qu'il n'y aura pas entre-temps des éclipses totales. Bien sûr. Il y en a une en Afrique l'année prochaine. Et les chasseurs d'éclipses se donnent déjà rendez-vous à Madagascar ou au Mozambique le 21 juin 2001 pour la prochaine éclipse totale qui, elle, ouvrira le 3e millénaire. Mais Philippe de la Cotardière, peut-on dire combien il y a d'éclipses totales par an dans le monde? Il y a au moins 2 éclipses de soleil par an, mais qui ne sont pas forcément des éclipses totales. Il y en a entre 2 et 7 par an. Alors, pendant que nous avons derrière nous Jessie Norman, c'est difficile de nous entendre, et nous allons faire un tour à la cathédrale Saint-Rémy, qui est pas loin d'ici à la basilique, où on entend en ce moment un concert qui est donné, un concert qui a été écrit spécialement pour la Lune.
une œuvre symphonique qui a été créée spécialement pour l'éclipse, donc auquel peuvent assister en ce moment les spectateurs qui sont à Reims. Alors Jean-Claude, nous allons tout de suite maintenant revenir sur la base militaire d'Évreux, puisque les 4 Mirage 2000 ont atterri. Là. Que Jean-Claude Lédin, qui faisait partie de l'équipage et qui était dans son cockpit, a pu filmer l'éclipse totale à entre 8000 et 10 000 mètres, je pense. Donc il devrait avoir des images qu'on a Il devrait en tout cas nous montrer ce qu'il a pu filmer et les commenter. Évreux, Thierry Guerrier, Jean-Claude Lédin. Oui, alors on était à 10 000 mètres à peu près au-dessus de Fécamp et le ciel était très clair et quelques minutes avant l'éclipse totale, il s'est assombri subitement. On n'a pas vu d'ombre portée arriver. Le ciel est venu tout noir et c'est une lumière complètement irréelle qui existait. C'était pas une lumière de tombée de la nuit, c'était quelque chose de très particulier. Au loin, on voyait une lumière qui commençait à revenir au loin, qui très vite nous a rejoints. Mais c'était quelque chose de fabuleux, aussi, mais quelque chose qui semblait irréel. Alors, on a vu des petites images, des lumières à gauche, c'était des leurres des avions. Hein. Oui, alors pendant l'éclipse, les pilotes nous ont largué quelques leurres, c'est système de défense contre les missiles. Et ce qui nous a fait un petit feu d'artifice pendant l'éclipse. Alors c'est un peu comme une nuit aéronautique. Ce ne sont pas les leurs que nous voyons là. Ah non, pas du tout. Là, ce sont les lumières de l'avion que nous voyons en ce moment. Et tout d'un coup, la lumière revient subitement. Et voyez à l'horizon cette lueur qui arrive. On n'a pas eu long, mais on a eu le retour de la lumière, en fait, hein, qui est arrivé très vite. Et très vite, nous avons dû nous reposer. Pour arriver à vous porter les images. Bien, de retour sur le plateau, on va se quitter dans quelques instants. On va demander à nos 3 invités leurs dernières impressions. C'est quelque chose que vous avez vécu pour la première fois de votre vie, docteur? Tout à fait, c'est la première et la dernière. Et la dernière, non, mais qu'elle est en Afrique, c'est en 2001. Ah oui, vous avez raison. Pourquoi pas, Madagascar aussi. C'est toujours émouvant de voir une éclipse, même si c'est pas la première fois, on est toujours content et on a envie d'en revoir d'autres. Même ici à Reims, il y avait des nuages, mais on a senti la nuit qui tombe d'un seul coup et la lumière un peu irréelle, comme il a dit le pilote de l'avion. Nous en avons été débarrassés des nuages quasiment au moment de l'éclipse totale. Au moment de l'éclipse, ça a été magnifique. On a vu des protubérances, on a vu le liseré autour du soleil tout rose. Et Philippe de la Cotardière, alors? Eh bien, je trouve que c'est toujours un magnifique spectacle et moi, j'ai toujours vibré face à tous les phénomènes astronomiques et celui-là en particulier, je pense qu'il est extrêmement impressionnant et je comprends que les anciens aient été tellement impressionnés par ce phénomène. Charles, nous on a vécu quand même un moment formidable, ensemble, tous ensemble. Qu'est-ce que vous dites, mon cher Jean-Claude? Oui, on s'entend mal. Bon, c'est un regret que nous allons nous quitter. Nous avons vécu ensemble donc un moment qu'aucun d'entre nous n'oubliera. Pour revoir un tel spectacle en France, il faudra donc attendre 2081. L'éclipse sera totale sur Paris. Si vous voulez en voir d'autres, il faudra voyager. Donc en Afrique, en 2001, les prophètes de malheur ont eu tort. Et il n'y a pas eu de catastrophe, comme certains le précisaient. Mir vole toujours au-dessus de nos têtes et la Tour Eiffel est toujours là. Mir n'est pas tombé dessus. L'éclipse, elle, poursuit sa route. Elle se trouve, je crois, actuellement aux environs de la Roumanie. Grâce au dispositif mis en place, j'espère que vous avez pu suivre dans les meilleures conditions possibles ce merveilleux spectacle. Merci à nos équipes de direct. Merci à Francis Grisol, à Philippe Perrault et François Lopez qui, à Paris, ont eu la lourde tâche de gérer cet immense multiplex. Merci à Gilles Amado, le réalisateur, et à son équipe. Merci enfin à nos invités, Charles. Et puis on se retrouve pour la prochaine éclipse. Oui, avec Jessie Norman peut-être, ou sans Jessie Norman, mais en tout cas, merci à tous d'avoir vécu avec nous cette éclipse totale du soleil. Et nous avons rendez-vous maintenant avec Jacques Legros. Je vous retrouverai, moi, quant à moi, tout à l'heure, à 20h, dans nos studios de Boulogne, pour le journal télévisé. Au revoir, bon après-midi.
sur TF1 avec Claire Fontaine.